Mais dans les lésions de la moelle épinière, tous les âges sont touchés. Soit ils sont touchés par différentes maladies qui vont atteindre ou le cerveau, ou la moelle, ou les deux, comme dans certaines affections dont on va vous parler, ou bien des lésions traumatiques qui entraînent une section de la moelle épinière et donc une section, une compression ou une lésion avec une cicatrice qui laisse des séquelles. Ces séquelles, ça peut être la paralysie complète, ça peut être des paralysies incomplètes. Et donc ça, c'est un challenge absolument extraordinaire. Extraordinaire parce que la colonne vertébrale, eh bien, vous savez, c'est un ensemble de vertèbres les unes au-dessus des autres. Et moi, j'ai passé ma vie en tant que chirurgien à opérer ces colonnes vertébrales. Et on arrivait à, sinon régler le problème, faire des prouesses chirurgicales absolument extraordinaires, à reconstruire des vertèbres, à enlever 2 ou 3 vertèbres pour raccourcir le patient et remettre les 2 morceaux de la moelle bout à bout. Et puis pas qu'on a réglé tous les problèmes, mais quasiment tous les problèmes. Or, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la moelle épinière. Et si cette moelle épinière est lésée, eh bien, le fait de réparer la colonne est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme si vous avez une bouteille de Bordeaux ou d'eau, ce que vous voulez, qui se casse. Ce qui est important, c'est ce qui est dans la bouteille. Si vous voulez le remettre dans la bouteille, il faut d'abord réparer la bouteille. Cette première étape est faite. La deuxième étape est beaucoup plus complexe. C'est arriver à remettre le liquide dedans et arriver à réparer la moelle épinière. Il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites. Première tentative très simple, eh bien, effectivement, quand vous avez une lésion de la moelle, non seulement c'est coupé, mais en plus, il y a une sorte, ce qu'on appelle dans le jargon de nécrose, c'est-à-dire que la lésion s'aggrave de chaque côté. Et donc, au départ, à l'instant zéro, il y a 1 mm de section, et puis au bout de 8 jours, 15 jours, eh bien, il y a 2, 3, 4, 5 cm. Donc, on a, je dis, essayé de raccourcir, puis de suturer les 2 morceaux de la moelle, comme un câble électrique. C'est un peu simpliste, et on y arrive, mais il se fait une... J'ai déjà une lésion du pied. Il se fait une sorte de cicatrice vraiment indélébile qui empêche les neurones de franchir cette cicatrice. Donc on a fait tout un tas de traitements pour enlever cette cicatrice et manifestement on n'y est pas arrivé. Il y a d'autres tentatives qui ont consisté à faire ce qu'on appelle des bypass, c'est-à-dire que c'est sectionné ici, on prend des petits nerfs entre les côtes qui ne servent pas trop, et puis on les dérive et on les rebranche en dessous, comme c'est des problèmes d'électricité, de mécanique. Là encore, résultat très très aléatoire. Il y a d'autres techniques qui consistent à stimuler, et ça se fait en particulier ici avec l'équipe de Claire Biard dont on va vous parler tout à l'heure, notre représentante va vous faire une présentation tout à l'heure, qui consiste à stimuler la partie qui est en dessous de la section pour retrouver une autonomie. Et puis vous voyez tous les 6 mois dans le 20h de TF1 ou d'Antenne 2 les gens qui ont marché parce qu'ils sont allés à Moscou et qu'il y avait un truc fantastique, ou qu'ils sont allés à Porto. Enfin, je peux vous donner les 3 ou 4 grands centres dont on parle tous les 6 mois, où on voit un malheureux tétraplégique ou paraplégique arriver à faire quelques mètres et puis s'arrêter avec ce qu'on appelle des exosquelettes, c'est-à-dire des sortes de carapaces tombées au membre inférieur et qui sont télécommandées par des systèmes informatiques. Il y a des choses qui marchent, mais honnêtement, il faut je vous dis, être honnête et pas raconter de salade, je vais dire la vérité. On en est très 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 loin de ces sujets qui font la une des journaux de temps en temps et qui ensuite sont très très décevants comme résultat. Tout ça pour vous dire que la lésion de la moelle épinière, c'est un des problèmes les plus complexes qui soient, probablement plus complexe que les maladies du cerveau, où on connaît un peu les mécanismes, on connaît un peu les lésions qui sont atteintes, et on va peut-être assez rapidement, sinon c'est quelque temps, arriver à réparer tout un tas de lésions du cerveau. Au niveau de la moelle, c'est autrement plus compliqué. Des progrès fantastiques ont été faits. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, un tétraplégique au niveau de la colonne cervicale, il y avait quelques années ou quelques mois, et beaucoup mouraient. Il y avait un pourcentage de morts très important, immédiat. Maintenant, grâce au progrès de la médecine, grâce au progrès de la réanimation, ils arrivent à vivre, sinon aussi longtemps qu'un sujet normal, entre guillemets, pendant des dizaines d'années. Donc il y a des progrès qui ont été faits, qui ont permis de les mettre en survie. Mais en survie parce qu'ils ne marchent pas, parce qu'ils n'ont pas les fonctions normales. Et il faut savoir qu'en France, eh bien, il y a quand même 350 000 à 400 000 personnes qui sont en fauteuil roulant pour des lésions de la moelle épinière, pour d'autres lésions, mais c'est un problème majeur. Et c'est donc ce à quoi on s'attaque ici, à la Pitié-Salpêtrière en général et à l'ICM en particulier,
avec à la fois de la recherche fondamentale, c'est-à-dire sur la paillasse, c'est-à-dire expérimentalement, c'est-à-dire on va vous expliquer différentes recherches qui sont faites, et puis cliniquement, avec l'équipe du professeur Pascal Husslar, qui est un chirurgien orthopédiste qui s'occupe que de la chirurgie de la moelle épinière et de la colonne vertébrale, dont mes collègues va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Donc il faut absolument qu'il y ait cette recherche translationnelle qui aille de la recherche fondamentale au patient et qui aille du patient à la recherche fondamentale. C'est un peu l'ADN, c'est un peu la signature de l'ICM, et les lésions de la moelle épinière en sont un exemple absolument typique. J'ai été un petit peu long, mais je vais vous passer la parole au professeur Alexis Brice, qui est le directeur général de l'ICM et qui va vous parler enfin de science. À toi. Merci au professeur Gérard Saillant pour son introduction. Je ne vais pas vraiment vous parler de science, hein. Ça viendra juste après, en fait, avec les présentations scientifiques du jour. Ce que je voudrais, c'est introduire l'ICM, son concept et quelques-unes de ses réalisations. Et je vous prie, ceux qui sont nos fidèles ici, qui viennent à toutes les conférences, d'excuser les redites qu'il pourrait y avoir par rapport à ce que nous avons déjà présenté précédemment. Alors, l'ICM a été créé pourquoi? Eh bien parce que le cerveau, c'est finalement la dernière frontière de la connaissance, au-delà de l'univers, parce que c'est un enjeu vraiment majeur de connaissances, parce qu'on est au début des connaissances sur le développement, le fonctionnement du système nerveux, la façon dont il vieillit, dont il réagit, sa plasticité. Et puis parce que, évidemment, il y a de très nombreuses pathologies du système nerveux, que ce soit des maladies neurologiques, des maladies psychiatriques. Vous avez quelques chiffres, dépression, Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux, etc., qui touchent une proportion importante de la population. Ce qui fait que finalement, si on additionne toutes ces maladies, c'est que de l'ordre d'une personne sur trois, qui au cours de sa vie, sera touchée par ces pathologies. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous connaissons de nombreuses personnes concernées par ces pathologies. Donc il y a nécessité d'avancer dans ce domaine, et pour cela, l'ICM a été créé il y a quelques années, et pas par hasard au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puisque c'est un hôpital qui a une vocation d'études et de soins dans le domaine des maladies du système nerveux, avec une extraordinaire expertise dans ce domaine. Et donc, à côté de l'hôpital qui prend en charge les patients, s'est construit l'ICM, et le lien est très fort entre ces deux institutions, l'hôpital et l'ICM. C'est résumé dans cette diapositive, dans laquelle vous voyez l'Institut. Mais l'Institut, il n'est pas tout seul planté au milieu de rien, il est au sein de cet hôpital, et grâce à l'Institut hospitalo-universitaire que nous avons pu obtenir, ce lien avec l'hôpital est institutionnalisé et renforcé, ce qui permet d'avoir ici, au sein de l'Institut, de nombreux médecins, qui sont des médecins, des cliniciens-chercheurs, qui travaillent avec nos chercheurs. Et donc, au sein de l'Institut, vous avez aussi une structure originale, puisque c'est un écosystème qui permet d'aller depuis le patient, depuis la maladie, jusqu'au développement, aux applications avec les startups. Donc vous y trouvez à la fois des équipes de recherche, des plateformes technologiques, on va y revoir, un centre d'investigation clinique pour faire des études cliniques approfondies, mais aussi un incubateur, et tout cela fait l'originalité de cet institut. Et le concept était certainement bon, puisque après juste quelques années de fonctionnement, l'Institut, comme vous le voyez, a obtenu un certain nombre de succès. Le label IHU, qui lui a permis de financer un certain nombre de recherches ambitieuses sur les maladies, de nombreuses publications scientifiques. C'est un centre qui, après seulement quelques années, compte dans le paysage national, européen et international, et puis qui a obtenu un certain nombre de récompenses, comme le label Centre d'excellence sur les maladies neurodégénératives,
des chercheurs ont obtenu des prix extrêmement prestigieux ici. Donc, une dynamique qui se traduit par ses succès et aussi par une place dans le paysage international. On ne peut pas envisager de recherche juste à l'échelle d'un institut. Nous avons de centaines de collaborations à travers le monde et puis des accords spécifiques avec un certain nombre d'instituts prestigieux, soit en Europe, soit aux États-Unis ou ailleurs, sur lesquels nous nous appuyons, nous développons ces échanges internationaux. Ce que font nos chercheurs, c'est d'aller au fond des choses. Et ils le font à la fois pour comprendre les maladies et comprendre les mécanismes des maladies, parce que si on veut les traiter, il faut vraiment comprendre ce qui se passe et savoir à quel moment intervenir. Et puis, ils font ce lien dont je vous ai parlé entre les médecins experts d'une pathologie et les chercheurs. Et du coup, 40% des chercheurs sont des chercheurs cliniciens ici, et cela permet vraiment d'adresser des bonnes questions, d'aller finalement faire un va-et-vient entre la paillasse, les modèles qui sont construits ici pour étudier les maladies et ce qui se passe vraiment chez les patients avec l'expertise des médecins. Et dans cet écosystème, on cherche à aller encore plus loin avec des entreprises qui viennent accélérer finalement le passage de ces découvertes vers les applications. Alors pour que tout ça fonctionne, nous avons recruté de nouvelles équipes pour dynamiser notre institut. Vous avez là une dizaine de chefs d'équipe qui ont déjà été recrutés depuis l'ouverture de l'institut. Nous avons de nombreux chercheurs internationaux et par exemple, dans les très jeunes chercheurs, les post-doctorants, 50% viennent de l'étranger. Donc on a une attractivité de l'Institut et on bénéficie comme ça aussi des meilleurs chercheurs à l'échelle mondiale. Donc ces équipes de recherche, elles s'appuient sur des plateformes et maintenant étudier le cerveau nécessite, vous allez en voir des exemples d'ailleurs, des technologies de plus en plus poussées. Et vous avez quelques exemples des plateformes qui sont mises à disposition, soit pour la recherche préclinique, soit pour la recherche clinique, c'est-à-dire la recherche chez les patients ou chez les sujets sains. Ensuite, nous avons voulu que cette recherche translationnelle se fasse au cœur de l'Institut, et c'est pour ça que le centre d'investigation clinique, qui est dirigé par Jean-Christophe Corvol, est situé dans l'Institut et il permet à des patients de participer à des études de recherche clinique, à des essais thérapeutiques, avec toutes les bonnes pratiques qui sont nécessaires, toutes les conditions éthiques, mais tout en bénéficiant du plateau technique mis à disposition par l'ICM pour mener à bien ces recherches. Et grâce à cet environnement exceptionnel, en termes de recrutement, vous voyez que notre centre est le premier en Europe ou en France pour de nombreuses pathologies du système nerveux. La dernière pièce du puzzle de cet institut, vous avez vu, cette recherche, cette expertise médicale très forte, est complémentée par les entreprises qui sont in situ. Ce ne sont pas seulement des partenariats avec des grands groupes industriels, il y en a bien sûr, mais c'est aussi la volonté de développer in situ l'innovation, de l'accompagner, de l'appuyer sur nos plateformes, nos équipes de recherche. Et c'est comme ça que l'incubateur, qu'on appelle IPEPS, a vu le jour. Et c'était le premier accélérateur d'innovation dédié aux maladies du système nerveux. Et il abrite une quinzaine de start-up et il est associé aussi à un Living Lab qui, dans la clinique des maladies du système nerveux, rassemble des patients, des soignants, des ingénieurs pour mettre au point de nouveaux outils au bénéfice de la prise en charge des patients. Et vous avez ici quelques exemples d'entreprises incubées et puis les succès, puisque vous voyez qu'il y a de nombreuses startups qui sont passées par l'incubateur. Certaines se sont très bien développées, puisqu'elles ont pu lever ensemble plus d'une centaine de millions d'euros au cours des dernières années. Donc elles se sont développées, elles ont généré des produits, créé des emplois
Et également, elles viennent nous aider à nous développer dans certains domaines. Le médicament, bien sûr, mais aussi beaucoup de technologies pour la santé, beaucoup également de santé numérique, et je crois que ça nous permet d'être vraiment à l'avant de l'innovation dans le domaine de la santé, en particulier des maladies du système nerveux. Donc voilà quelques-uns des éléments concernant l'ICM. J'espère que vous avez vu que ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est vraiment un écosystème qui est original par sa composition, par les interactions qu'il peut créer entre des disciplines différentes, et dont l'effet est vraiment accélérateur à la fois des découvertes et des applications. Donc voilà ce qu'est l'ICM, et aujourd'hui vous allez voir un exemple de chercheurs qui travaillent dans différents domaines appliqués aux lésions de la moelle épinière. Et donc on va commencer par le docteur Julie Zis, qui va nous parler d'électrophysiologie chez l'homme et de la façon dont on peut mesurer la récupération ou la sévérité de traumatisme de la moelle épinière. Ensuite, vous aurez une présentation par M. Philippe Auré du produit développé par sa start-up pour lutter contre et monitorer l'hydrocéphalie. Et puis après, on viendra dans des aspects plus de recherche avec Julien Dumont qui vous parlera des techniques d'imagerie cellulaire qui permettent d'observer le tissu vivant sur le long terme. Et puis Anne Desmazières va vous illustrer ces techniques d'imagerie in vivo dans le contexte de lésions de la myéline dans la moelle épinière et de la façon dont on peut regarder la repousse, la manipuler, la repousse de la remyélinisation, c'est-à-dire cette capacité à protéger à nouveau les nerfs. Donc voilà le programme de cette matinée. J'espère que vous serez intéressés et que vous pourrez interagir avec les différents intervenants. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous avez bravé l'orage pour arriver jusque-là. Donc, merci. Et puis, je voudrais vous remercier parce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des fidèles de l'Institut, des donateurs, et que grâce à vous, nous pouvons développer des projets de recherche vraiment ambitieux et originaux. Et puis aussi, je suis très heureux que vous soyez là parce que ça fait partie de nos missions de faire connaître les questions scientifiques, les réponses que nous pouvons apporter, les progrès qui sont faits dans le domaine de la science et de la médecine. Voilà, merci beaucoup et je vous propose d'appeler tout de suite le docteur Julie Zis pour la première présentation de cette matinée riche. Bonjour, merci de m'accueillir pour présenter quelques activités de pratique clinique et de perspectives de recherche dans le domaine de l'étude de la moelle épinière. Donc, je suis neurologue dans le service de neurophysiologie de l'activité salpêtrière et donc je participe aux projets de recherche qui sont conduits au sein de la structure de l'ICM. Plus particulièrement, je suis responsable des potentiels évoqués, à la fois au laboratoire au niveau diagnostic et comme outil de surveillance péropératoire pour les chirurgies qui tournent autour de la moelle épinière, ou en tout cas où il risque d'y avoir du dommage à ce niveau. Et je participe donc à des études cliniques et des projets plus en amont pour mettre en place des nouvelles techniques de monitoring et de surveillance de la moelle épinière non invasive. Donc je voulais vous parler déjà de ce qui se fait actuellement pour voir vers où on essaye d'aller. Et pour l'instant, nous avons comme outil très précieux pour investiguer et surveiller la moelle épinière de manière dynamique les potentiels évoqués. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des potentiels évoqués? C'est en fait la réponse du système nerveux, des différentes structures du système nerveux à des stimuli extérieurs qui peuvent être sensitifs, comme des petits stimuli électriques qu'on peut appliquer sur la peau, ou visuels ou auditifs. Ils permettent une analyse temporelle très intéressante qui permet de manière
prospective de suivre les malades, soit pour voir l'évolution de leur maladie, ou bien lors d'interventions chirurgicales, comme je vous l'ai dit, de voir comment se comporte la moelle épinière lorsque l'on est en train de l'opérer ou d'opérer la colonne vertébrale. Ils sont donc très intéressants puisque l'IRM n'a pas cette résolution temporelle. Par contre, comme vous le verrez, ils n'ont pas une définition spatiale aussi intéressante que d'autres techniques d'imagerie. C'est une histoire qui est maintenant à peu près ancienne puisque, pour situer, ils ont été développés dans les années 70 avec l'avènement de l'informatique. Et bien sûr, ils remontent aux premiers travaux du 19e siècle de Galvani, avec la découverte de la potentialité d'exciter le système nerveux avec des stimuli électriques. Ils ont un petit peu perdu leur intérêt dans les années 80 avec l'avènement de l'IRM, où on avait un outil formidable pour imager le système nerveux central et notamment la moelle épinière. Et dans les années 85, avec l'apparition de la stimulation magnétique transcrânienne, ils ont retrouvé un petit peu de leur intérêt, et notamment dans les années 90 avec les premiers monitoring péropératoires par potentiel évoqué, ils ont vraiment retrouvé de leur intérêt à la fois pour les surveillances péropératoires, mais aussi pour le diagnostic et pour poser des indications chirurgicales en complément de l'imagerie et de l'IRM. Il y a maintenant de nombreuses recommandations sur leur place et leur utilisation. Donc, on a parlé d'activités produites évoquées par le système nerveux central aux réponses aux stimuli. Pour reprendre plus fondamentalement, le cortex, lorsqu'il est activé, lorsqu'il répond à un stimuli, produit lui-même un champ électrique que l'on peut capter en surface par des électrodes de recueil de surface. On n'a pas forcément besoin d'être au contact du cerveau pour capter ces réponses. Tout ça est en fait issu de la physique, des techniques de physique, où finalement nos neurones organisés dans le cortex, au niveau du cortex moteur par exemple, ou sensitif, les cellules corticales sont organisées de manière perpendiculaire à la surface, en colonnes fonctionnelles qui produisent sur le plan électrique un dipôle équivalent, et c'est cela que l'on mesure avec les potentiels évoqués. Les études ont permis, en recalant les cartographies de localisation de ces potentiels, avec des calculs mathématiques, de déterminer quelle était la source, la structure nerveuse qui générait ces potentiels évoqués. Et on sait donc maintenant que le cortex somesthésique, qui répond donc aux stimulations sensitives, du toucher par exemple, est situé au niveau de l'aire pariétale primaire, qui est maintenant bien connue avec une somatotopie, c'est-à-dire une répartition pour chaque partie de l'organisme bien spécialisée. Donc la voie que l'on étudie par les potentiels évoqués somesthésiques, c'est la voie sensitive avec le nerf périphérique qui va faire une première synapse dans la moelle épinière et envoyer son axone dans la moelle épinière, qui va traverser toute la moelle épinière et faire un premier relais au niveau du bulbe pour croiser, pour aller au thalamus, puis à l'aire corticale somesthésique primaire. Donc il y a 3 neurones que l'on étudie par cette technique de PES. Alors voici un examen, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on va étudier de manière longitudinale les réponses du système nerveux. D'abord le nerf périphérique en partant du haut, puis le nerf périphérique proximal, proche du canal vertébral, puis la réponse de la moelle épinière, et puis la réponse au niveau des électrodes de recueil au niveau de la tête, du scalp, les réponses pariétales. Et de cela, on va pouvoir calculer, en faisant tout simplement une différence de latence de ces potentiels, un calcul du temps de conduction médulaire, et voir s'il est normal par rapport à une population de témoins que l'on a. Est-ce qu'on est dans des valeurs normales ou est-ce qu'il y a un allongement? Et tout ça se regarde bien sûr par rapport à l'examen clinique et par rapport à l'imagerie. Pour ce qui est des voies motrices, nous utilisons d'autres techniques. Pour étudier donc les neurones moteurs, il faut exciter le cortex moteur. Et on utilise donc des techniques de stimulation magnétique transcrânienne. Je vais vous montrer une photo de cette stimulation. Donc il s'agit d'une stimulation magnétique avec une bobine qui produit un champ magnétique très focalisé au niveau de la palette que vous voyez appliquée sur la tête de ce patient. Un champ qui est aussi intense que l'IRM, 1,5 à 2 Tesla, mais très focalisé et donc très puissant, qui permet d'activer les motoneurones corticaux. Et on recueille les réponses au niveau des muscles, donc tout en bas de la voie motrice.
Et on calcule comme cela en stimulant d'abord l'émergence des racines au niveau de la moelle épinière, puis en stimulant le cortex, on déduit un temps de conduction centrale pour les voies motrices. Donc on a là deux outils fort intéressants pour pouvoir étudier le fonctionnement de la moelle épinière de manière physiologique. Ce n'est pas de l'imagerie, c'est vraiment comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a un ralentissement, est-ce qu'il y a une perte neuronale ou pas. Voilà un peu tous les points qu'on peut étudier en potentiels évoqués. Alors, donc, je vous l'ai déjà dit, hein, les potentiels évoqués sont utilisés en clinique pour le diagnostic précoce de souffrance médillaire. Par exemple, dans une des pathologies très fréquentes en orthopédie, la myélopathie cervicarthrosique, c'est-à-dire l'arthrose du rachis cervical, qui peut comprimer la moelle épinière. Et on sait que les potentiels évoqués peuvent montrer des altérations avant l'IRM. C'est pour ça que les orthopédistes qui travaillent sur ces pathologies nous demandent ces explorations. Et quand il y a des anomalies aux potentiels évoqués, on discute d'une intervention chirurgicale alors même que l'IRM n'a pas encore forcément montré d'anomalie. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'opérer les malades au plus tôt et sans attendre que les signes cliniques que l'on sait apparaissent. On peut également mesurer, évaluer les patients qui sont victimes de blessures médulaires, de traumatismes médulaires, les accidentés de la route, mais aussi tous les patients atteints de maladies neurodégénératives, dont on parle beaucoup ici, qui affectent la moelle épinière, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Charcot. Et enfin, bien sûr, c'est un outil pour suivre les interventions et les essais cliniques afin d'en mesurer de manière objective l'efficacité. Le monitoring péropératoire, donc le deuxième champ d'utilisation actuelle des potentiels évoqués, c'est un besoin, vraiment un besoin indispensable pour surveiller les structures neurologiques puisque le malade est endormi et qu'on ne peut pas l'examiner. On ne peut pas lui demander de bouger ses jambes et de vérifier que les fonctions motrices, par exemple, sont préservées. Donc ce monitoring vise à protéger, à surveiller lors d'interventions soit directement sur la moelle épinière, comme pour les tumeurs médulaires en neurochirurgie, par exemple, soit à protéger la moelle quand elle est au contact du geste chirurgical, comme dans, par exemple, la chirurgie de correction des déformations du rachis, les scolioses. Alors, j'ai une petite image pour vous montrer, c'est peut-être un petit peu... une image un petit peu difficile, c'est de la chirurgie, hein, c'est la chirurgie de scoliose, où vous voyez qu'on est dans une chirurgie qui est lourde et qui est néanmoins très utile pour corriger les patients victimes de déformation du rachis. On leur positionne des vis et des tiges pour redresser la colonne. Et lorsqu'il y a correction de ces déformations, il y a un risque de manipuler la moelle épinière, et c'est cela que l'on surveille avec nos potentiels évoqués. Donc l'objectif de ce monitoring est multiple. D'abord, détecter des signes de souffrance médulaire avant le stade de lésion définitive, donc lorsque c'est encore réversible. Alerter pour cela le chirurgien rapidement pour qu'il puisse contre-agir, enfin apporter la réponse chirurgicale adaptée, modifier le geste et diminuer de manière intéressante le risque de séquelles neurologiques post-opératoires. Pour cela, on a les outils dont j'ai déjà parlé, sauf qu'au bloc opératoire, on a la possibilité d'utiliser de la stimulation électrique transcrânienne pour étudier les voies motrices, puisque le patient est endormi et anesthésié, ou d'utiliser des potentiels évoqués somesthésiques en stimulant les nerfs comme on le fait au laboratoire, et d'enregistrer les réponses sur le scalp. Donc le malade est installé, on lui positionne des électrodes, et on obtient ces réponses que l'on peut surveiller un petit peu comme les boîtes noires d'un avion. On a des courbes itératives tout au long de la chirurgie, et on vérifie que ces réponses ne se modifient pas. Pareil pour les voies motrices, où là je vous montre les différentes possibilités que l'on a. Soit on est en chirurgie où le scalp n'est pas ouvert, donc en orthopédie en général, on pose des électrodes sur la tête, sur le scalp, et on va recueillir des réponses soit au contact de la moelle, soit au niveau des muscles plus distalement. Si on est en neurochirurgie et qu'on s'intéresse aux tumeurs cérébrales, on peut aller poser des petites électrodes de stimulation directement au contact du cerveau pour envoyer des stimulations électriques à ce niveau. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des paramètres de stimulation. Il y a des contre-indications à tout cela, il faut manipuler avec précaution et bien connaître la physiologie de ces réponses. Voici les réponses enregistrées pour les voies motrices. Donc, ce sont des réponses qui sont de nature variable d'une stimulation à l'autre, mais qui globalement ne doivent pas disparaître au cours d'une chirurgie. Voici des enregistrements des réponses motrices au contact de la moelle épinière, ce qu'on appelle l'onde D, et qui n'est pas modifiée tout au long de la chirurgie. On peut aussi utiliser ces techniques, là on sort un petit peu du cadre de la moelle, mais c'est pour vous montrer tout ce que l'on peut faire avec ces potentiels évoqués. On peut aider le neurochirurgien à repérer le sillon central lorsque le cerveau est un petit peu déformé par la présence d'une tumeur ou d'une malformation
que l'on veut retirer et lorsqu'il n'arrive plus à repérer visuellement où se positionne le sillon central, qui est très important pour bien sûr la motricité et la sensibilité. On utilise nos potentiels évoqués synesthésiques avec une grille d'électrodes sous lesquelles on enregistre ces réponses. Et au niveau où il y a l'inversion de phase du potentiel sonesthésique, se trouve le sillon central. Pareil pour les voies motrices, on peut stimuler avec une grille d'électrodes et utiliser les différents points pour stimuler et repérer l'air de la main, l'air du pied, etc. et savoir dans quelle zone éloquente on se trouve pour ne pas y toucher. Pareil pour le tronc cérébral, on peut également faire des enregistrements pour localiser toutes les paires crâniennes qui contrôlent les muscles de la déglutition, par exemple, de la motricité du visage, de l'oculomotricité. Et on peut aider à repérer ces structures pour ne pas les toucher, et aussi pour confirmer qu'elles sont préservées et essayer d'aller le plus loin possible dans l'exérèse de tumeurs du tronc cérébral. Alors je voulais vous parler dans un deuxième temps d'un projet de recherche clinique, parce que vous avez vu toutes les possibilités, elles sont quand même invasives, il faut mettre des électrodes, il faut stimuler, puis on ne peut pas laisser ce matériel une fois que le patient n'est plus au bloc opératoire. Avec des équipes de recherche à la fois de Jussieu et au sein de l'ICM avec le docteur Pierre-François Prada, travaillons sur l'élaboration d'un implant multimodal communicant qui à terme serait laissé au niveau de la colonne vertébrale pour surveiller les fonctions de la moelle épinière. Donc là, plus besoin d'électricité. L'idée serait d'avoir une surveillance par des méthodes optiques dont je vais vous parler. Alors, le principe physiopathologique est relativement intuitif et on le connaît en IRM fonctionnel. On sait que la moelle épinière et toutes les structures nerveuses cérébrales consomment de l'oxygène. Cette consommation d'oxygène est utilisée dans la technique d'imagerie qui utilise l'effet BOLD, c'est-à-dire le niveau d'oxygénation neuronale, qui modifie le champ magnétique. Cette technique est illustrée par une imagerie de la moelle épinière de recherche sur un rat avant et après blessure médulaire. On voit que la consommation d'oxygène est modifiée et c'est ce paramètre-là qui nous semble pertinent d'étudier pour le monitoring et pour la surveillance de blessés médulaires par exemple. Sur un plan physique, il s'agit de notions de physique optique qui sont bien connues également et qui se basent sur la mesure de la consommation d'oxygène suivant la loi de Beer-Lambert qui nous dit que la lumière est absorbée par un tissu en fonction de ses caractéristiques et de ses coefficients d'extinction et de concentration, et aussi de ses dimensions, pour atténuer la lumière qui a été envoyée. Et grâce à l'utilisation de deux composés de l'hémoglobine à différentes longueurs d'onde, au moins à 2 longueurs d'onde, on peut en déduire la consommation d'oxygène de la moelle épinière. C'est ce qui a donc été proposé pour le prototype de ce projet, qui utilise donc cette mesure de consommation d'oxygène, cette mesure d'imagerie par diffusion optique. L'absorption de la lumière suit de manière très fidèle au niveau temporel la consommation d'oxygène suivant le débit sanguin. Donc l'idée est de positionner un capteur lumineux et une source lumineuse de part et d'autre de la moelle épinière pour mesurer l'absorption par la moelle épinière de la lumière envoyée sur probablement 2 longueurs d'onde pertinentes. De 2013 à 2016, la preuve du concept a été apportée chez l'animal, chez le cochon. Les travaux ont été réalisés à Jussieu et à l'école vétérinaire avec également le docteur Moissonnier qui travaille ici à l'ICM, avec la mise en place d'un petit implant sur la colonne vertébrale du cochon. Et le matériel ressemble un petit peu à ceci, d'une petite puce électronique avec une source lumineuse et un capteur lumineux. Et on a mis en évidence que notre outil permettait en tout cas de suivre le débit sanguin cérébral, le débit sanguin général, et qu'il suivait notamment lorsque l'on modifiait ce débit sanguin en faisant une injection de noradrénaline qui accélère le débit sanguin. Donc le système fonctionne et est applicable. Nous souhaitons, dans les prochaines années et à court terme, proposer cet implant chez l'animal pour les chercheurs et pour les vétérinaires et l'appliquer à des surveillances de chirurgie chez l'animal, et étudier le transfert pour l'homme, avec à plus long terme l'application à la clinique, et notamment, pourquoi pas, au monitoring péropératoire, en utilisant ces implants d'abord dans les interventions chirurgicales, et pourquoi pas proposer un implant
chronique qui serait laissée en place pour suivre l'évolution, notamment chez les blessés médulaires, et évaluer l'efficacité de techniques de thérapeutique de régénération médulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous répondre à vos questions. On peut vous passer le micro si vous avez des questions. Il faut juste l'allumer. Voilà, je crois que ça marche. Non, c'est une question sûrement simple pour vous, mais dans les plaques, là, j'ai vu qu'il y avait des contre-indications avec les pacemakers, qui sont assez fréquents dans cette... enfin, peut-être pas dans toute la population, mais est-ce que c'est là pour toutes les techniques, que ce soit sensorielle, motrice, est-ce que c'est vraiment une contre-indication absolue? Très bonne question. Alors pour les potentiels évoqués somesthésiques, pour la voie somesthésique sensitive, c'est pas une contre-indication puisqu'on envoie des toutes petites stimulations sur les nerfs, donc il n'y a aucun effet sur le pacemaker. C'est pour les stimulations magnétiques que ça reste quand même une contre-indication pour le pacemaker. Et pour le monitoring péropératoire, on peut utiliser la stimulation électrique parce qu'elle reste quand même très focale avec les électrodes au niveau de la tête. Donc on peut, en étant prudent et en ayant une bonne surveillance, on peut utiliser cette technique quand même quand il y a un pacemaker en péropératoire. Est-ce qu'il y a un intérêt de pratiquer ces techniques dans les morts cellulaires, les morts neuronales? Alors, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais j'ai pas parlé, je me suis concentrée sur la moelle épinière, mais bien sûr les potentiels évoqués sont utilisés pour l'évaluation chez les patients comateux. Pour apprécier les... Non, je pense aux dégénérescences de neurones dans la SLA, par exemple. Oui, les potentiels évoqués moteurs sont un des examens que l'on pratique pour le diagnostic de cette maladie, pour évaluer effectivement le degré de perte neuronale. C'est un outil. Ce n'est pas un outil direct, on ne voit pas les neurones, mais on apprécie la perte de l'amplitude de nos potentiels qui est un reflet de la mort neuronale, enfin de la disparition d'une population de neurones de la voie motrice. C'est-à-dire qu'il y a moins de potentiel évoqué. L'amplitude est réduite. Ah, l'amplitude est réduite. Après, on a des techniques plus sophistiquées pour essayer de quantifier cela avec des triples stimulations que l'on utilise dans des études de recherche clinique pour évaluer l'efficacité des médicaments de manière plus fine. Mais ça se base sur cette technique de potentiel évoqué moteur. Merci. Oui, docteur Luscan-ophtalmologiste, je voulais savoir si vous aviez cette technique assez extraordinaire, technique BOLD, là, vous nous montrez, si elle avait déjà été essayée et en expérimentation en ophtalmologie ou pas. En ophtalmologie, oui. Je ne pourrais pas vous répondre pour l'ophtalmologie. En tout cas, pour la moelle épinière, le problème de l'imagerie, c'est que la résolution spatiale est un petit peu un facteur limitant dans tout ce qui concerne l'imagerie. Mais d'autres personnes plus compétentes dans le domaine de l'imagerie vous en reparleront peut-être. Et dans cette technique, en fait, vous évaluez la consommation d'oxygène globale de tout le tissu, en fait. Oui. C'est pas sélectif par rapport aux neurones, par rapport aux... Tout à fait, c'est pas sélectif. On n'a pas une résolution spatiale suffisante, malheureusement. Parce que le champ magnétique est quand même très intense et il y a potentiellement possibilité d'interagir avec le générateur, la batterie du pacemaker. Mais ça n'a pas d'effet toxique sur les neurones, non, mais on peut. Les effets secondaires potentiels sont l'inactivation du pacemaker. Donc, quand il est juste en sentinelle, c'est pas trop grave si on le vérifie après. Mais stimulant. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous remercions le docteur Zénith.
nous accueillons Monsieur Philippe Auvray, qui est le directeur de la société Neuralis, start-up implantée au sein de l'incubateur d'entreprise de l'ICM. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Philippe Auvray, le président de Neuralis, qui est une start-up effectivement incubée au sein de l'incubateur de l'ICM et qui travaille sur une pathologie qui s'appelle l'hydrocéphalie, alors, dont on va voir tout de suite que les origines peuvent parfois venir de la moelle épinière, mais c'est loin d'être le cas. Alors, effectivement, quelles sont les origines de l'hydrocéphalie? Donc déjà, l'hydrocéphalie, c'est une problématique de pression intracrânienne importante. Alors, par rapport à la thématique de ce matin, effectivement, on a le cas d'une pathologie qui se développe chez l'enfant dans le fœtus, qui s'appelle le spina bifida, et qui a pour conséquence un petit sac qui se crée dans le dos de l'enfant, et qui en fait regroupe à la fois la moelle épinière et du liquide céphalorachidien, donc qui vont évidemment causer de graves troubles pour la personne durant sa vie d'adulte. Alors dans l'hydrocéphalie, en fait, on a beaucoup de cas qui sont souvent des cas de trauma crânien grave, qui sont bien sûr des cas dus à des accidents de la vie, des accidents de voiture, des chutes, mais également des suites de tumeurs du cerveau, de méningites, qui elles aussi ont tendance à augmenter la pression dans le cerveau. L'hydrocéphalie est aussi une pathologie congénitale en tant que telle chez les enfants. Donc vous voyez ici une image d'un enfant dont le crâne en fait se trouve déformé sous l'effet de la pression. Ce sont plutôt des images que l'on trouve sur les pays malheureusement sous-développés, puisque aujourd'hui, sur les pays développés comme chez nous, cette pathologie est diagnostiquée avant même que l'enfant naisse. L'autre conséquence, vous avez tous entendu parler du virus Zika au Brésil, et les conséquences de cette microcéphalie, c'est aussi une hydrocéphalie, donc avec une pression élevée à l'intérieur du cerveau. Alors, le liquide céphalorachidien, en fait, c'est un liquide qui ressemble beaucoup à de l'eau et qui va complètement englober notre cerveau jusque la moelle épinière. Donc, tout l'ensemble baigne, si je puis dire, dans le liquide. Donc, dans le cas du spina bifida dont je parlais tout à l'heure, donc vous voyez cette déformation là de la moelle épinière, on va retrouver effectivement ce liquide également dans la partie basse de cette excroissance, qui devrait être traité chirurgicalement après la naissance de l'enfant. Donc si on regarde le cerveau un petit peu en coupe, donc on a notre liquide là qui englobe notre cerveau, plus l'intérieur, donc avec une zone qui s'appelle les ventricules, et qui sont au nombre de 4 à l'intérieur du cerveau. Donc on les voit ici un petit peu en transparence, ce sont des espèces de cornes qu'on aperçoit, et qui en fait sont aussi à l'origine de la naissance du liquide céphalorachidien, qui aussi pour rôle de nourrir notre cerveau. On produit 21 ml de liquide par heure, ça fait à peu près 1 ml par jour, et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près une goutte toutes les 3 secondes. Lorsque, entre guillemets, tout va bien, la quantité de liquide qui est produite va être absorbée par l'organisme. Dans le cas de l'hydrocéphalie, on va toujours produire, mais on ne va plus du tout arriver à absorber. Donc, ce qui fait que la pression dans le crâne va augmenter de manière très importante. Si on regarde 2 images IRM, vous avez à droite un cerveau de personne où tout va bien, entre guillemets. Pardon. Vous voyez ici donc, les zones de ventricules qui sont tout à fait normales, et à gauche, sous l'effet de la pression, vous avez une dilatation très importante
de ces ventricules. Donc les conséquences pour le patient, ce seront évidemment de très très gros maux de tête, des troubles de la vision, des nausées, ça peut être également de coma et finir par le décès si ce n'est pas traité dans l'urgence. C'est une pathologie d'urgence. Donc, en fait, on a aujourd'hui plus d'1 million de patients qui vivent dans des conditions d'angoisse quasi permanente, puisque c'est une pathologie qui peut être congénitale chez l'enfant, mais aussi, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est induite par différents accidents de la vie, ou qui peut faire suite aussi à des tumeurs et à des méningites. Elle touche aussi des personnes de plus de 65 ans sur une pathologie qui s'appelle l'hydrocéphalie à pression normale, que les praticiens ont beaucoup de mal à diagnostiquer, puisqu'elle s'apparente à de la démence. Et en fait, cette pathologie représente une chirurgie toutes les 15 minutes. Alors ça fait partie des maladies rares, et pourtant, on a pratiquement 32 000 opérations qui sont faites tous les ans, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour traiter cette pathologie. Alors comment on la soigne? On la soigne à l'aide de ce qu'on appelle un shunt, donc c'est un bypass entre le cerveau et le bas-ventre, et qui est constitué donc d'une valve qui va réguler la pression dans le cerveau et de 2 cathéters, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Donc on est en contact aussi avec une association de patients, une grosse association de patients aux États-Unis, que l'ICM nous a aidé en fait à contacter, et en fait qui s'intéresse énormément au dispositif qu'on est en train de développer. Donc comment se présente effectivement l'implantation de ce dispositif? Donc vous voyez ici sur cette figure, voilà, donc on a un ventricule de nouveau qu'on voyait tout à l'heure, avec un cathéter qui va rentrer dans le ventricule, et une valve qui se pose juste à l'extérieur du crâne, sous la peau. C'est elle qui va réguler la pression de notre système. Et ensuite, un cathéter qui va être ce qu'on appelle tunnelisé, en fait sous la peau, jusque la partie de l'abdomen, c'est le péritoine, dans lequel le liquide va s'écouler. Donc vous voyez qu'il y a une grande longueur de cathéter chez l'enfant, parce qu'il va falloir accompagner sa croissance. Donc situation normale, donc on a notre cathéter qui rentre dans le ventricule, et ensuite notre valve qui va laisser le liquide s'écouler en régulant la pression. Problématique de cette solution, c'est qu'on a des taux de dysfonctionnement qui sont extrêmement importants. Conséquence, le système se bouche. Donc comme le système se bouche, la pression augmente, et donc de nouveau les patients éprouvent les mêmes symptômes qu'au démarrage. Et en l'espace d'un week-end, les gens commencent à passer de l'état de j'ai des maux de tête à je viens aux urgences parce que je n'arrive plus à supporter en fait mes troubles. Donc on a des taux de dysfonctionnement très élevés, ils sont pratiquement déjà de 50% à 2 ans et pratiquement de 100% au bout de 10 ans. Évidemment, la conséquence pour les patients, c'est vivre dans un stress permanent, puisque grosso modo, à chaque fois qu'ils ont un mal de tête, pour eux, c'est potentiellement le signe d'un dysfonctionnement de leur valve. Et ensuite, beaucoup de difficultés également pour les neurochirurgiens à être capables de dire si cette valve, effectivement, dysfonctionne ou non. Donc, on a vu tout à l'heure des images IRM qui montraient de manière flagrante, effectivement, une pression très élevée. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, les images ne sont pas si flagrantes. Et les neurochirurgiens doutent beaucoup sur un éventuel dysfonctionnement ou obstruction de cette valve. Conséquence, le neurochirurgien ne prend pas de risque et il va donc faire ce qu'on appelle la chirurgie exploratoire, ouvrir, déconnecter le système et regarder si les gouttes, au bout de 3 secondes, arrivent pour savoir si le système, effectivement, fonctionne ou non. Vous comprendrez bien tout de suite que les coûts de santé sont tout de suite impactés, puisque faire un chirurgie exploratoire, eh bien, ça a un certain coût. Donc ce que nous, on propose chez Neuralis, pour résoudre cette problématique, c'est de la mesure ambulatoire de la pression intracrânienne. Donc c'est un dispositif médical implantable qui va être mis juste à côté de notre valve et qui va communiquer avec un petit boîtier qui va être à la disposition de notre patient, qui va pouvoir se diagnostiquer à la maison, comme le fait un patient diabétique aujourd'hui, et emmagasiner beaucoup de données qui vont servir ensuite aux neurochirurgiens pour effectivement diagnostiquer la pathologie et
et éventuellement diagnostiquer un dysfonctionnement de valve. Donc le cœur technologique de ce dispositif, c'est un capteur extrêmement sensible. On est en train de mesurer des pressions qui sont 10 fois à 100 fois inférieures à la pression artérielle. Donc ce sont des toutes petites variations de pression qui font que vous allez bien ou vous commencez à avoir réellement mal à la tête. Et cette variation de pression et cette amplitude de variation de pression dépend d'une personne à l'autre. C'est aussi la difficulté. Comme dans la fièvre, aujourd'hui à 39 degrés, certaines personnes sont alitées, d'autres personnes sont toujours debout. La pression, c'est exactement la même chose. Donc on a une technologie qui s'appelle piézoélectrique par la partie capteur. Vous connaissez, sans le savoir, l'effet piézoélectrique. Je pense que vous connaissez l'allume-gaz à la maison, qui crée une étincelle quand on appuie dessus. C'est ce principe qu'on utilise dans l'autre sens. Là, rassurez-vous, on ne va pas faire d'étincelle dans le cerveau. Alors, l'équipe derrière ce projet, c'est d'abord le professeur Cornu, de la Pitié, juste dans un bâtiment à côté, donc le chef de service en neuro à la Pitié, qui est également le directeur de notre comité scientifique. Également Lionel Rousseau, qui est un chercheur de génie qui travaille à l'ESSI à Marne-la-Vallée et qui est spécialisé dans tout ce qui est microcapteurs appliqués en particulier au médical. Et donc moi, qui ai une longue expérience dans l'industrie, en particulier l'industrie du semi-conducteur, et après dans le médical au travers de différentes startups. Donc on a un comité scientifique international qui regroupe de brillants neurochirurgiens et chercheurs un petit peu partout en France, et on commence aussi à ouvrir notre comité scientifique à l'international. Donc vous avez par exemple un praticien qui a été contacté et que j'ai pu visiter donc en Israël, qui s'intéresse énormément à ce projet, et on est en train de discuter aussi avec des praticiens aux États-Unis. Donc le marché de l'hydrocéphalie, c'est un marché d'à peu près 1,5 milliard d'euros, c'est pratiquement 2 milliards de dollars. Et vous avez ici, je l'ai mis, le coût de l'intervention en France et aux États-Unis lorsqu'on pose une valve. Donc c'est à peu près 11 500 euros en France, 41 000 dollars aux États-Unis. Donc vous comprenez vite que dès qu'on ouvre pour vérifier si la valve fonctionne ou non, les coûts montent extrêmement vite. Donc c'est aussi un des enjeux, c'est d'arriver à réduire absolument ces coûts de santé. Côté fabricants de valves, on a, on va dire, 4 grands fabricants, 3 sont américains, un est français, Sophizas, société qui est basée à Besançon et qui est un des leaders européens sur les valves qu'on appelle réglables. Donc notre objectif, c'est de vendre donc un capteur implanté qui sera relié à un boîtier, donc à un communicant, et qui sera fourni donc à notre patient suite à son intervention. Donc deux cas de figure, soit c'est un patient qui est déjà implanté, on profitera d'une révision de valve pour implanter le dispositif, soit c'est une nouvelle chirurgie, et là le capteur sera mis en même temps donc, que la valve. Donc côté praticien, bien sûr, de nouveau un boîtier pour être capable de récupérer et lire aussi les patients qui viennent en urgence, et un outil d'aide au diagnostic. Donc vous voyez, grosso modo, sur 5 à 10 ans, l'objectif c'est de réduire les coûts de santé, déjà en France, d'au moins un facteur 2. Alors, il n'y a pas que la France, il y a aussi les États-Unis, et aujourd'hui, le marché, ce qu'on appelle de la e-santé, la santé connectée, est en pleine révolution, beaucoup plus rapide d'ailleurs qu'elle ne le fait en Europe. Et aujourd'hui, on est déjà en train de travailler sur un dispositif qui va communiquer avec une box à la maison et qui va transmettre, sans que le patient s'en rende compte, des informations à un neurochirurgien qui sera, lui, à l'hôpital. Donc évidemment, en détection d'un dysfonctionnement potentiel, donc là, l'hôpital appellera directement le patient chez lui pour l'inviter à venir consulter, de préférence rapidement, pour effectivement confirmer ou non ce diagnostic de dysfonctionnement. Donc, comme beaucoup de projets, on a des dispositifs concurrents. On a des sociétés allemandes qui proposent des solutions, alors ce qu'on appelle type RFID. Alors la RFID, c'est comme les cartes que vous avez pour les lecteurs, vous badgez à distance, ça vous ouvre la porte, et bien là, le but c'est d'arriver à faire une mesure. Alors, les problématiques de ces solutions, c'est qu'elles ne sont pas du tout ambulatoires, ce qui fait que le patient est de toute façon obligé de revenir à l'hôpital. Le praticien n'a aucun retour
sur l'évolution de sa pathologie sur les dernières semaines. De nouveau, des difficultés diagnostiques. Donc, c'est sur ces points aussi qu'on se différencie, hein, soit sur le côté ambulatoire et prise en charge par le patient lui-même de sa pathologie. Quel est notre échéancier? L'objectif pour nous, c'est de mettre un dispositif médical sur le marché à l'horizon 2020. Donc c'est un gros challenge en termes de timing. C'est un dispositif qui est quand même complexe, implantable, dans un environnement réglementaire européen qui vient juste de bouger et qui continue de se durcir. Donc aujourd'hui, on a une première phase de financement, ce qu'on appelle du love money, donc des gens qui aiment bien le projet et qui ont pu donc nous aider à démarrer le financement. Et aujourd'hui, on est dans une phase de levée de fonds plus conséquente, hein, puisque le besoin financier est d'environ 6 millions d'euros hein, pour arriver à mettre les premiers produits sur le marché. Donc là, quelques projections de chiffre d'affaires, comme toute société bien sûr. Donc démarrage des ventes possible à partir de 2020, uniquement lorsque le marquage CE est disponible. Donc ça, c'est la difficulté du dispositif médical, c'est qu'on ne peut vendre que lorsque le marquage CE est obtenu. Donc là, les chiffres vous donnent un certain nombre un certain revenu hein, qui, grosso modo, correspond à 20-25% de part de marché hein, à l'horizon 2025. Donc la société a déjà été lauréate de plusieurs concours. Donc en 2014, alors que la société était encore en phase émergente, en train de travailler ce sujet, et plus récemment sur des concours aux États-Unis et en Israël, justement, où la reconnaissance de la technologie et de notre business model a été effectivement faite. On retourne à Boston au mois d'octobre prochain, puisqu'on y fait partie des 2 finalistes, en fait, du concours à Boston, justement, sur le déploiement de notre solution. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, merci, pardon, le micro là, merci pour la présentation. Alors je me suis posé une question durant cette présentation. Vous travaillez là pour essayer de détecter si la vanne marche bien ou pas. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé à améliorer les vannes pour qu'elles marchent mieux? C'est une très bonne question. Alors le métier de fabricant de valves est un métier. Les technologies de valves ont à peu près 60 ans. Elles ont été inventées entre un neurochirurgien et un ingénieur, dont le fils était hydrocéphale, et en fait les deux ont travaillé ensemble, c'est comme ça qu'est née la valve. En fait, pourquoi on ne travaille pas sur la valve? Donc je vous l'ai dit, c'est un métier. C'est cela dit l'étape d'après, c'est-à-dire que notre solution sera amenée à être intégrée dans une valve. Aujourd'hui, ce que nous on veut, c'est être polyvalent vis-à-vis de toutes les valves qui existent sur le marché. C'est une question de marché aussi, de business model. Pourquoi les fabricants de valves ne le font pas aujourd'hui? C'est une question de retour sur investissement. Donc je parlais d'un marché d'hydrocéphalie d'à peu près 2 milliards de dollars. Le marché des valves en lui-même, c'est à peu près 150 millions de dollars, répartis dans à peu près 5 acteurs. Donc ça veut dire que c'est des gros investissements pour ces fabricants, sachant qu'ils n'auront, grosso modo, qu'un quart du marché. Donc c'est pour ça que ces gros fabricants n'y vont pas et préfèrent attendre qu'une solution se développe pour pouvoir en faire l'acquisition. Moi j'avais posé la même question, mais je remonte à l'étape d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'intéressent à la question de savoir pourquoi le liquide ne s'écoule pas? Est-ce que vraiment vous croyez qu'en 2025 on n'aura pas trouvé une solution pour éviter que le liquide ne s'écoule pas? Alors aujourd'hui, il y a très peu d'études médicamenteuses sur l'hydrocéphalie, et ce que nous indiquent les chirurgiens, les neurochirurgiens, c'est que les solutions médicamenteuses ne sont pas prêtes de sortir aujourd'hui. Il n'y a aucune solution qui n'est trouvée. Alors je dirais que pour avoir discuté avec des patients, déjà leur proposer une solution qui permette de les monitorer chez eux, c'était déjà un énorme avantage, puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas. Donc c'est des gens qui, chaque fois qu'ils en ont mal à la tête, sont obligés d'aller à l'hôpital. C'est quand même un petit peu
difficilement imaginable aujourd'hui à l'ère de justement la santé connectée. Oui, votre mesure des pressions a diminué de combien la réintervention chirurgicale? Alors, en fait, c'est très variable. C'est-à-dire on parle en millimètres de mercure. Alors, en fait, vous connaissez aussi l'unité. Quand on a une tension de 12,8, par exemple, ça veut dire 120-80 mm de mercure. Donc là, nous, on est sur des patients qui peuvent aller jusqu'à 20 ou 30 mm de mercure de pression intracrânienne, et la ramener sur quelque chose qui est de quelques millimètres de mercure, proche du zéro. Il faut savoir que quand on est couché, c'est là que la pression est la plus élevée. Quand on est debout, c'est là que la pression est la plus basse. Voilà. Et en pratique, combien de réinterventions en moins avec votre technique? On espère la moitié aujourd'hui. Dès à présent? Alors, le produit est encore en développement aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il va sortir en 2020. On aura une phase d'évaluation, de toute façon, qui est nécessaire pour les toutes demandes de remboursement. Donc là, on va mesurer réellement l'impact d'un tel dispositif sur le taux de réintervention. Le taux de réintervention est de l'ordre de 30% aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Julien Dumont, je suis ingénieur sur la plateforme d'imagerie cellulaire de l'ICM, donc ici au 5e étage, et je me présente devant vous en fait pour vous présenter une technique qui est la microscopie multiphotonique. Alors, je ne sais pas vraiment où se situe votre niveau en microscopie, donc si vous me le permettez, on va revenir un peu à la base, à l'histoire de la microscopie. La microscopie, enfin le microscope, c'est simplement un instrument d'optique qui permet de visualiser de petits échantillons, mais de manière agrandie. D'accord ? Pour ce faire, ça se base sur une combinaison entre un objectif et un oculaire, très similaire par exemple à un appareil photo. Donc, typiquement, l'oculaire va être situé ici, va permettre à l'observateur de visualiser l'échantillon placé là, au travers de l'objectif qui est ici. Et la source lumineuse, la lumière blanche par exemple, sera placée ici. C'est une technique qui existe depuis... Alors, les premières traces de microscope, ça date du 16e, 17e siècle, donc ça remonte quand même déjà à quelques temps. Et finalement, pendant quelques temps, ça a évolué, mais finalement pas tellement. Là, je vais vous présenter un film que j'ai trouvé très récemment, qui est un film qui date de 1910, qui présente en fait l'un des premiers films de microscopie. Il s'agit en fait donc de sang de poule. Donc là, on voit les cellules, les globules rouges du sang de poule, infectés par la bactérie responsable de la syphilis. Bon, en 1910, c'était un sujet qui était assez à la mode. On peut voir aussi les changements de plan avec, comme dans les films muets en fait.
Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui se faisait avant. Maintenant, il y a eu de nouveaux outils, de nouveaux développements qui ont été faits et qui permettent en fait d'aller un peu plus loin que simplement regarder ces échantillons en lumière blanche, notamment grâce à la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est un procédé en fait, c'est un procédé physique donc ce qui se passe en fait quand une molécule est fluorescente, ce qui va se passer, c'est qu'elle va absorber de la lumière, ici la lumière qui va être bleue, donc aux alentours on va dire de 450 nanomètres, et va réémettre cette lumière, mais dans une couleur différente, ici en vert, d'accord? Donc avec une émission aux alentours de 500 à 550 nanomètres. D'un point de vue purement quantique, purement physique, ce qui se passe, c'est que le photon bleu va arriver sur la molécule, va exciter un électron, et l'électron, en fait, pour retrouver son état stable, va être obligé de relâcher de l'énergie qui va être relâchée sous la forme d'un autre photon, mais donc d'une couleur différente. Donc ici, en l'occurrence, verte. Donc, en fluorescence, on peut un petit peu schématiser et dire que, par exemple, l'ultraviolet va exciter et va générer une fluorescence bleue, le bleu va exciter et va générer une fluorescence verte, le vert va exciter et générer une fluorescence jaune, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est parti de M. Osamu Shimomura, un chercheur japonais qui, dans les années 70, a synthétisé pour la première fois une protéine fluorescente issue d'une méduse, en fait, tout simplement. Et il a ouvert la porte, en fait, à tout un tas de développements de nouvelles protéines fluorescentes très différentes les unes des autres, avec un panel de couleurs qui aujourd'hui, qui en a plus que lors de l'arc-en-ciel. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose qui est très complet grâce à ce monsieur-là. Pourquoi la fluorescence est utile à la microscopie? Parce qu'en fait, si vous liez la fluorescence à certains anticorps ou qui permettent en fait de vraiment cibler un élément très précis de votre échantillon biologique, dans vos cellules, dans vos noyaux, vous allez être capable en fait de distinguer, de visualiser très précisément ce que vous voulez voir. Donc ça, les scientifiques l'ont compris assez vite et ont donc créé les outils en fait qui leur permettent de visualiser tout ça. Donc ici notamment, c'est le principe du microscope à épifluorescence. C'est le microscope le plus simple qui puisse être pour visualiser de la fluorescence. Donc on a une source lumineuse ici qui va générer donc la lumière à la couleur souhaitée, donc à la longueur d'onde souhaitée. Cette lumière va être amenée jusqu'à l'échantillon par un objectif. L'objectif va donc exciter, donc la lumière va donc exciter l'échantillon qui va émettre sa fluorescence et qui va être ensuite récupérée. Hop, on repasse par l'objectif et on arrive aux yeux de l'observateur ou du détecteur de la caméra qui permet donc de visualiser l'échantillon. Ici vous avez deux exemples et on peut bien voir en fait la capacité que le système peut générer comme information. On voit ici voilà, les noyaux qui vont être avec un marquage qui va être bleu, le cytoplasme qui va être vert, ici rouge. On peut avoir un marquage qui peut être également membranaire, voilà. Donc tout ça, ça va permettre en fait d'extraire de nouvelles informations des échantillons biologiques. La limite avec ce système-là, c'est que bon, j'ai peut-être un œil aussi un peu habitué, mais vous le voyez également, c'est un peu flou quand même. C'est pas extrêmement net. On distingue assez mal les éléments les uns des autres ici. Et en fait, une nouvelle technique a été développée, une nouvelle technique qui a de ça maintenant 50 ans, c'est la microscopie confocale. Microscopie confocale, c'est une technique qui a été développée par Marvin Minsky donc dans le début des années 70 et qui repose en fait sur quelques améliorations, notamment le laser, qui est aussi une invention des années 60, le scanner et enfin le pinhole. Je vous expliquerai un petit peu. Pour les amoureux de la langue française, on peut également l'appeler le sténopé.
D'abord le laser. Le laser, tout le monde en a déjà entendu parler. Hein. Là, ce que je suis en train de pointer, typiquement, c'est un laser. L'idée du laser, en fait, c'est qu'il y a donc deux miroirs qui sont mis l'un en regard de l'autre. Et en fait, les photons vont rebondir d'un miroir à l'autre et être amplifiés donc, par ce milieu amplificateur. Lorsqu'ils atteignent une énergie suffisante et une direction, la direction voulue, ils peuvent sortir de ce système-là et donc bah voilà, aller pointer par exemple sur le mur de l'ICM. Pourquoi est-ce que le laser en fait serait intéressant pour la microscopie? L'idée du laser pour la microscopie, c'est d'abord qu'il est monochromatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a qu'une seule couleur. Ici, le laser que je pointe, vous voyez, il est d'un rouge, d'un beau rouge, mais c'est finalement un domaine spectral qui va être très limité. C'est-à-dire que c'est un rouge qui va être, on va dire, par exemple, à 633 nanomètres, plus ou moins 1 ou 2 nanomètres, mais vraiment juste une longueur d'onde. D'accord? Ça, c'est très intéressant pour nous, parce que finalement, quand on veut exciter la fluorescence bleue, il faut qu'on excite que la fluorescence bleue. Il ne faut pas qu'on excite tout en même temps, en fait. Il faut qu'on excite que la fluorescence bleue. Si on veut exciter que la fluorescence verte, il faut également qu'on excite que la fluorescence verte. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une lumière qui soit très cadrée d'un point de vue longueur d'onde. Deuxième intérêt, la cohérence du laser. Le laser est une lumière qui est cohérente. C'est-à-dire qu'elle est capable de transporter l'énergie de manière uniforme sur tout son trajet. D'accord ? Donc pareil, l'excitation de la fluorescence, ça se donne un peu de puissance. Donc cette puissance, elle va être amenée par le laser. Et enfin, c'est une lumière qui est directionnelle, donc qui ne va pas diverger et ensuite s'étaler et donc perdre en fait tout l'intérêt qu'on pourrait y trouver. Donc ces trois points qui sont très importants. Le seul petit bémol, c'est que le laser, en fait, bah, vous le voyez, hein, c'est qu'un point. Et ce petit point, bah, il ne suffit pas à illuminer tout mon champ comme il peut le faire un microscope à épifluorescence. Ce petit point, il faut que je le scanne, en fait. Il faut que je le promène sur mon échantillon pour être capable d'exciter tout mon échantillon. On a donc mis au point des miroirs galvanométriques. Ces miroirs sont simplement deux petits miroirs qui sont montés sur des axes perpendiculaires l'un à l'autre. Et ces deux petits miroirs, en fait, ils vont permettre de balayer l'image, enfin de balayer l'échantillon de manière, d'une manière complètement complète, en fait, d'être sûr de balayer tout l'échantillon. Donc suivant ce pattern-là, donc on fait une ligne, on revient au début, on fait la deuxième ligne, on revient au début, troisième ligne, ainsi de suite. Et donc notre petit point, il va être balayé sur tout l'échantillon et il va être capable donc de générer l'image finale. Le gros intérêt de ça, c'est donc qu'on apporte localement toute la puissance émise par le laser. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir une vraie efficacité en termes d'excitation de l'échantillon. Troisième point, le pinhole. Voilà, c'est le sténopée en français. Donc ce pinhole, en fait, c'est lui qui va être déterminant dans la netteté, en quelque sorte, de l'image. D'accord ? Son rôle, en fait, c'est de filtrer. C'est-à-dire que quand on fait, avec un laser visible, quand on fait l'excitation de l'échantillon, on va exciter absolument tout l'échantillon sur toute sa profondeur. D'accord ? Problème, c'est que nous, ça ne nous intéresse pas spécialement d'avoir des images qui sont floues. Et le problème, c'est que ce flou-là, il est apporté par la fluorescence issue de la partie supérieure de l'échantillon, d'accord, et de la partie inférieure. Et donc, quand on regarde au milieu de l'échantillon, bah, on se retrouve avec une image qui est complètement polluée, en fait, par les apports supérieurs et inférieurs de l'échantillon. Le but de ce pinhole-là, c'est que, en fait, la lumière issue du plan focal, donc de là où on regarde, en fait, la lumière issue de là où on regarde, va pouvoir passer au travers du pinhole. Donc le pinhole, c'est juste un tout petit point, d'accord ? Donc la lumière va pouvoir passer au travers de ce petit pinhole et être détectée. Par contre, la lumière qui vient du dessus va être bloquée, tout comme la lumière qui vient du dessous. Et donc là, c'est le plus grand intérêt que peut avoir ce dispositif.
vous pouvez voir, c'est un petit peu, bon, voilà, c'est un petit peu exagéré, mais bon, vous pouvez quand même voir que on va avoir un vrai intérêt en fait à travailler avec ce pinhole, puisqu'il va donc pouvoir il va pouvoir permettre de générer des images qui seront bien plus nettes. Vous mettez ça tout ensemble et on a abouti sur un microscope confocal d'aujourd'hui. Donc ce modèle-là, c'est exactement le modèle, un des modèles en tout cas qui existe sur la plateforme d'imagerie cellulaire. Maintenant, aujourd'hui, la microscopie confocale, c'est très répandu. C'est des systèmes qui sont disponibles à peu près dans chaque institut de recherche et donc qui sont très utilisés par les utilisateurs, je peux vous l'assurer, et donc en fait qui vont donc permettre de faire de la recherche, en fait, de faire la visualisation des échantillons utiles pour la recherche des équipes. Ici, j'ai mis deux images, deux exemples de ce que ça peut donner. Une rétine d'un poisson zèbre avec un marquage multicouleur et une tranche de cerveau de souris. Voilà, plutôt joli. Cela étant, il y a encore un certain nombre de limites qui sont inhérentes en fait à la technique et à la lumière utilisée en fait. Donc vous le savez, je vous l'ai dit, vous le savez, c'est donc de la lumière visible, d'accord ? Donc le rouge, le vert, le bleu, tout ça. Le problème, c'est que cette lumière-là, c'est une lumière qui est absorbée, qui est très absorbée par les échantillons. Donc on ne peut pas vraiment voir en profondeur. Très rapidement, le laser, même s'il est puissant, va être complètement estompé et ne va pas pouvoir faire l'excitation de l'échantillon. Deuxième problème, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un laser qui est puissant. Qui dit puissance dit risque de dégâts. Et le souci, c'est que si on veut regarder un échantillon vivant, ces dégâts peuvent en fait altérer la visualisation, puisque en fait on va regarder quelque chose qu'on est en train de détruire, ce qui n'est pas vraiment le but. Donc pour ces deux raisons-là, il a été mis au point une autre technique, je dis bien maintenant, la microscopie multiphotonique. La microscopie multiphotonique, ça repose sur un concept qui a été prédit en fait par Maria Göpper-Meyer en 1931, mais qui a pu être vérifié techniquement que 30 ans plus tard. L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, ici, un photon lumière bleue va venir exciter la molécule qui, pour revenir à son état normal, va devoir relarguer de l'énergie sous la forme d'un autre photon. D'accord ? Dans la microscopie, dans l'effet multiphotonique, en fait, c'est deux photons qui vont arriver simultanément au même endroit, sur la même molécule, au même moment, et qui vont permettre l'excitation, et donc, en fait, exactement le même process que dans le cadre d'un photon. Donc, les deux photons vont arriver sur la même molécule au même moment, vont permettre l'excitation de la molécule qui, pour relarguer son trop-plein d'énergie, va réémettre un photon. D'accord ? C'est vraiment l'idée principale à retenir, c'est que ici, on va avoir un photon d'une longueur d'onde visible contre ici deux photons d'une longueur d'onde invisible. 900 nm, ça correspond à l'infrarouge, pour un effet similaire. Ok ? La probabilité que deux photons arrivent exactement en même temps, au même endroit, sur la même molécule, c'est quand même pas évident. Donc en fait, l'idée, ça a été de réaliser du confinement. L'idée du confinement, c'est, grosso modo, de mettre plein de photons au même endroit, au même moment, ensemble, de croiser les doigts et d'espérer que l'effet multiphoton arrive. C'est un peu l'idée qui est faite ici, donc avec le confinement spatial. Le confinement spatial, c'est tout simplement un objectif qui va focaliser la lumière en un point, et ce point-là représente en fait l'idée du confinement. Donc on peut voir ici schématiquement ce qui va se passer. Les photons en rouge vont descendre donc dans les molécules qui sont en bleu ici, et en fait l'effet multiphoton ne va arriver que dans la région où il y a une forte probabilité d'avoir cet effet multiphotonique. D'accord ? On peut également voir avec ce schéma-là, où on a une illumination visible donc dans une solution fluorescente
qui va exciter donc toute la solution fluorescente sur tout son parcours, quand ici une illumination infrarouge va générer un effet multiphotonique uniquement sur le plan focal de l'objectif. D'accord ? Ça, c'est la première technique de confinement. Confinement spatial. Problème, c'est que les photons peuvent peut-être être confinés spatialement, mais ils peuvent quand même arriver un petit peu de manière aléatoire. C'est pour ça qu'on utilise ces belles machines, qui sont des lasers infrarouges pulsés. Pourquoi pulsés ? Parce que ici, en fait, on envoie des trains de pulse, donc, où en fait tous les photons vont être comprimés temporellement ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir une fenêtre de 100 femtosecondes, on va avoir plein de photons qui vont être ensemble et qui vont arriver sur l'échantillon en même temps. Contrairement à un laser continu, comme celui-là, d'accord ? Donc ça, c'est un laser continu. Donc les photons défilent sur l'échantillon. Ici, les photons vont arriver par paquet, en fait. Et c'est ces deux confinements qui vont permettre de générer nos images de multiphotons. L'intérêt de la microscopie multiphotonique, déjà, c'est qu'on fait moins de dégâts. D'accord ? L'idée, c'est que on va finalement exciter et potentiellement endommager légèrement uniquement le plan de visualisation. Mais comme on change à chaque fois dans le temps, on change tout le temps de plan de visualisation, finalement, mis bout à bout, c'est moins nocif que de la microscopie confocale où on va tout illuminer tout le temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut aller plus profondément. La microscopie confocale, donc à un photon, travaille avec de la lumière visible. Le visible, ça se diffuse, c'est absorbé. La microscopie multiphotonique travaille avec de la lumière infrarouge. La lumière infrarouge peut plus facilement traverser le tissu. Et donc là, on peut aller beaucoup plus profondément qu'en confocal. Troisième point d'intérêt, qui est la possibilité de faire, avec une longueur d'onde, plusieurs excitations de plusieurs couleurs différentes. Donc ça peut également permettre de limiter un peu les coûts en termes de laser. Je vous l'ai dit, en confocal, le laser bleu illumine le vert, mais en fait c'est tout, il illumine que le vert. Il ne peut pas illuminer une autre couleur. Le laser vert va illuminer les fluorescences rouges, de la même manière, il ne pourra pas faire plus. Donc ça, c'est les trois points vraiment intéressants de la microscopie multiphotonique. Alors, est-ce que ça passe ? Ça ne passe pas ici. Donc, ici, l'idée, c'est donc d'avoir la possibilité donc, de visualiser des échantillons plus longtemps et donc de les maintenir en fait de les maintenir en vie. J'ai travaillé notamment sur l'embryogénèse, donc l'étude du développement d'animaux, donc en l'occurrence de poissons zèbres, d'acidies ou même de mammifères comme le lapin. Et on était capable en fait de visualiser le développement de ces animaux-là du stade où c'est seulement 2 cellules, donc vraiment les stades très très primaires, jusqu'au moment où le poisson est capable de nager. Donc ça, c'est le principal intérêt de cette technique-là, dans ce cas-là. On a également... Ah, voilà, pardon. Ça, c'est une image qui est vachement impressionnante également. C'est en fait le cœur battant d'un poisson zèbre, donc qui a été vu en microscopie multiphotonique en fait. Et ensuite, les chercheurs ont identifié cellule par cellule pour vraiment dessiner leur trajectoire pendant le battement du cœur et également leur vitesse, d'accord ? Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est quand même que là, ce qu'on voit vraiment, c'est le cœur du poisson en train de pomper le sang dans le reste de son corps. Donc ça, c'est l'un des grands intérêts de cette technique également, c'est de faire des belles images comme ça. Et en parlant de belles images, je vais vous laisser avec ma collègue Anne Desmazières pour la microscopie intravitale. Merci de votre attention. Tout d'abord, quelques rappels introductifs. Donc, le système nerveux central auquel nous nous intéressons
est composé du cerveau et de la moelle épinière. Et si on se place au niveau tissulaire, on voit donc que le système nerveux central contient ces cellules que vous connaissez bien, qu'on appelle les neurones. Ce sont des cellules qui sont hautement spécialisées et polarisées, avec ici un corps cellulaire, ce qu'on appelle les dendrites. C'est la zone qui va recevoir divers messages. Ces cellules vont être spécialisées dans le traitement de ces messages et vont élaborer une réponse adaptée qui va être apportée jusqu'à leur cible via ce qu'on appelle l'axone, ici ce prolongement, qui va finalement permettre de conduire rapidement les messages élaborés et donc d'avoir une réponse adaptée suite à des stimuli. Donc ces neurones sont entourés de divers types cellulaires, notamment ce qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales sont de différents types. Vous avez ici ce qu'on appelle les astrocytes parce qu'elles sont en forme d'étoile. Et vous voyez qu'en fait, ces cellules, elles contactent à la fois les vaisseaux sanguins et les neurones, et elles vont jouer notamment un rôle nourricier pour les neurones, entre autres, puisqu'elles ont en fait beaucoup de fonctions. Vous avez ici les cellules qui s'appellent les cellules microgliales, qui composent la microglie. J'y reviendrai par la suite. Ces cellules, ce sont les cellules résidentes du système immunitaire dans le cerveau et la moelle épinière. Ce sont des cellules qui sont extrêmement dynamiques et extrêmement motiles, comme vous pourrez le revoir dans la suite de cette présentation, et qui vont en fait surveiller l'environnement, vérifier que tout va bien, et qui vont s'activer et donc participer à la réponse en cas de dommage, par exemple s'il y a un dommage au niveau des neurones, une infection. Donc elles vont un petit peu sentir l'environnement et répondre en cas d'anomalie. Et puis finalement, vous avez ces cellules qui sont un petit peu complexes, qui s'appellent les oligodendrocytes, que vous voyez ici, et qui en fait émettent ces petits prolongements de membranes plasmiques qui vont aller s'enrouler autour des axones. Et en fait, ces structures, c'est ce qu'on appelle la myéline. Donc tout à l'heure, je vous parlais du processus de myélinisation ou de remyélinisation. C'est le processus qui va permettre de former cette myéline. Et donc sur l'image que je vous montrais tout à l'heure, en fait, la myéline, vous la voyez ici en vert. Et cette myéline, ça va être un dépôt donc, de membranes plasmiques le long des axones qui va jouer un rôle extrêmement important dans la conduction du message nerveux, une conduction rapide afin que nous puissions accomplir les fonctions de façon adéquate. Donc si on détaille le rôle de la myéline, donc si vous prenez ici un neurone qui est non myélinisé, comme nous en avons certains dans l'organisme, il va donc recevoir des messages au niveau de sa zone somatodendritique et élaborer en réponse un message codé sous forme électrique au niveau de ce qu'on appelle le segment initial de l'axone, donc au tout début de l'axone. Et ce message il va ensuite être propagé de proche en proche le long de l'axone. Et dans ce cas, vous voyez qu'on va avoir une conduction qui va être relativement lente et qui ne va pas être adéquate, en particulier pour nous, pour avoir des fonctions locomotrices, sensorielles ou cognitives efficaces. Donc, chez les vertébrés, il y a eu ce qu'on appelle acquisition du processus de myélinisation. Et donc, les cellules gliales myélinisantes font former le long des axones ces petits segments de myéline donc tout le long de la structure axonale. En fait, la myéline, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un enroulement de membranes plasmiques et ça va donc jouer un rôle isolant, un petit peu comme le plastique autour d'un câble électrique. Et donc, à ce niveau, le message nerveux électrique n'est pas propagé. En revanche, vous voyez qu'il y a des interruptions dans cette myéline qui correspondent à ce qu'on appelle des nœuds de Ranvier. Et ces nœuds de Ranvier, qui sont amyéliniques, vont être enrichis en canaux ioniques, les mêmes qu'au niveau du segment axonal initial, et vont permettre de régénérer et de propager le signal électrique. Et cela va permettre ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Il faut imaginer que le message va sauter de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Et cette conduction saltatoire, elle est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et c'est ça qui, au quotidien, nous permet d'accomplir les tâches que nous accomplissons de façon adéquate. Donc, la sclérose en plaques, qui est la pathologie à laquelle s'intéresse notre équipe, c'est une pathologie inflammatoire démyélinisante. Donc, démyélinisante implique qu'on va avoir une dégradation de myéline dans le système nerveux central. Donc, cette démyélinisation est en fait associée à une atteinte inflammatoire. On va avoir une activation inappropriée du système immunitaire au niveau du cerveau et de la moelle épinière, et ce de façon répétée. Donc c'est une maladie chronique avec des atteintes inflammatoires successives qui vont induire ce qu'on voit ici sur ces IRM au niveau du cerveau, ces petites plaques blanches, ces petites zones blanches qui vont être disséminées dans le cerveau et qui correspondent en fait à des plaques de démyélinisation
dans le système nerveux central, donc dans le cerveau, mais également au niveau de la moelle épinière. Vous voyez notamment ici une plaque de taille extrêmement importante. Donc en fait, dans ce contexte, on va avoir des atteintes fonctionnelles, des déficits fonctionnels, puisqu'en fait, dans ces zones démyélinisées, les axones ne vont pas pouvoir conduire les messages nerveux de façon adéquate, et donc les gens vont avoir des troubles locomoteurs, sensoriels ou cognitifs durant ces atteintes inflammatoires, durant ces poussées inflammatoires. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est relativement courante, malheureusement, puisqu'on a plus de 80 000 patients à l'heure actuelle en France qui en souffrent. C'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, et le ratio est encore en train de croître, donc avec un nombre de femmes de plus en plus important par rapport au nombre d'hommes touchés. Et il faut voir que c'est une pathologie dont l'âge moyen de début, elle se situe autour de 30 ans. Donc en fait, on touche le jeune adulte, et c'est la seconde cause de handicap de l'adulte jeune après les accidents de la vie. Donc c'est une maladie qui est extrêmement pénalisante pour les gens qui en souffrent, puisqu'elle est chronique, elle est évolutive dans la plupart des cas, et ces gens ils vont avoir une espérance de vie relativement normale, mais un handicap de plus en plus important. Donc pour eux, c'est extrêmement difficile, mais c'est également très difficile pour l'entourage. Il y a un coût sociétal et économique extrêmement élevé de cette pathologie. Donc c'est une pathologie qui est par ailleurs extrêmement complexe, puisqu'en fait il va y avoir possiblement plusieurs phases dans cette maladie. On va avoir, donc, ce dont je vous parlais, une phase extrêmement inflammatoire avec ce qu'on appelle des poussées inflammatoires qui vont conduire ponctuellement à des handicaps. Handicaps qu'on ne peut pas prévoir puisqu'on ne sait pas dans quelle zone du cerveau de la moelle épinière on va avoir des atteintes. Donc en fonction du temps, on peut avoir des troubles différents. Mais comme vous le voyez, ce sont des poussées ponctuelles, puisqu'en fait, suite à l'inflammation et à la démyélinisation, on a un processus de réparation endogène chez les patients qui vont donc récupérer et revenir au départ à un état relativement normal. Malheureusement, vous voyez qu'avec le temps, on va avoir une persistance de certains déficits. Et il y a également, dans la majorité des cas, une entrée dans ce qu'on appelle la forme secondaire progressive. Et donc là, vous voyez, on va avoir moins d'inflammation liée au système immunitaire circulant, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais on va avoir une accumulation d'atteintes neuronales, de dommages axonaux, de perte de neurones. Et là, malheureusement, lorsque l'on a ces atteintes, le corps ne peut pas réparer, et on entre donc dans une phase de progression continue de la maladie avec une accumulation d'handicap. Il existe également une forme primaire progressive, qui est plus rare, qui va avoir tendance à commencer plus tard au cours de la vie, mais qui va être ce qu'on appelle progressive d'emblée, c'est-à-dire que les gens, dès le départ, vont commencer à accumuler du handicap avec le temps. Donc il existe un certain nombre de traitements à l'heure actuelle dans la sclérose en plaques, des traitements qui vont viser en fait l'inflammation, donc des immunomodulateurs ou des immunosuppresseurs. Ils vont être relativement efficaces pour limiter le nombre de poussées et leur intensité. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de traitement qui va pouvoir impacter de façon suffisamment importante l'entrée en phase progressive. Donc on n'arrive pas à limiter l'entrée dans la phase progressive et on n'arrive pas non plus à limiter l'évolution de cette phase progressive. Et donc c'est un petit peu, je dirais, l'axe majeur de recherche dans notre domaine à l'heure actuelle, c'est en fait comprendre les mécanismes impliqués au niveau des tissus qui souffrent donc dans la sclérose en plaques, pour essayer de comprendre comment se fait l'atteinte, mais également le processus de réparation, afin de le favoriser et de limiter cette perte neuronale. Et donc un des points clés correspond en fait à ce qu'on appelle le processus de remyélinisation, c'est-à-dire suite à la dégradation de la myéline, comment est-ce que le tissu va pouvoir reformer cette myéline, se réorganiser, donc limiter la souffrance tissulaire et éviter qu'on ait à terme cette perte de neurones qui va entraîner la progression dans la pathologie. Donc c'est un petit peu l'axe de recherche sur lequel nous nous concentrons dans le laboratoire. Moi je fais partie de l'axe le plus fondamental, donc j'étudie des modèles qui sont des modèles nominaux, puisque ça va être de la culture cellulaire en passant par la culture de tissu jusqu'au modèle animal, comme je vais vous montrer par la suite. Donc si on revient un petit peu à ce qui se passe d'un point de vue tissulaire dans la sclérose en plaques, donc vous avez ici les neurones avec leur myéline produite par les oligodendrocytes, la microglie donc, qui correspond au système immunitaire résident, qui va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être très motive et vérifier que tout va bien. Et puis on a les vaisseaux sanguins dans lesquels vont circuler notamment
des cellules du système immunitaire dit adaptatif avec les lymphocytes et les monocytes. Dans le cas d'une poussée inflammatoire dans la sclérose en plaques, on va en fait avoir un franchissement par ces cellules de la barrière hémato-encéphalique. Elles vont rentrer dans le tissu nerveux et elles vont en fait y provoquer des inflammations inappropriées par sécrétion de molécules pro-inflammatoires et d'anticorps, également par attaque directe par certaines cellules, notamment donc les lymphocytes et les macrophages, qui sont la forme activée des monocytes ou de la microbie. Et dans ce contexte, en fait, on va avoir une dégradation extrêmement importante du tissu, avec notamment une atteinte de la myéline. Lorsqu'on a cette atteinte de myéline, on va avoir également une diffusion le long des axones des canaux ioniques qui sont normalement au niveau des nœuds grandiers. Et donc en fait, on va observer au niveau de ces zones en souffrance une forte diminution de la conduction des messages électriques, voire un blocage total. Et donc c'est cela qui va en fait être lié au déficit fonctionnel chez les patients lors de la poussée. Donc les macrophages, et notamment la microglie, ils ont un rôle un petit peu ambivalent dans la pathologie, puisqu'ils vont avoir un rôle délétère à un moment, un rôle pro-inflammatoire, mais ils ont également des formes, des phénotypes qui vont être pro-remyélinisantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont participer au nettoyage des zones endommagées, à l'élimination de ces débris de myéline. Et les débris de myéline, en fait, sont inhibiteurs pour la réparation. Donc il faut commencer par nettoyer la zone pour pouvoir réparer. Et donc les macrophages, et notamment la microglie, lorsqu'ils adoptent ce phénotype positif, ils vont participer au nettoyage, ils vont sécréter des facteurs qui vont également soutenir la survie des cellules autour, notamment les neurones, et puis ils vont permettre de recruter dans les zones non atteintes autour de la lésion ce qu'on appelle des précurseurs d'oligodendrocytes. C'est des cellules qui ensuite vont venir au niveau de la lésion et qui vont pouvoir se différencier en oligodendrocytes et réparer, refaire de la myéline. Et là, vous voyez qu'on va restaurer l'organisation initiale de ces fibres myélinisées, et c'est là que les gens vont pouvoir récupérer leur fonctionnement normal. Et donc là, le processus de réparation a marché, tout va bien. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, dans la sclérose en plaques, si on a une remyélinisation endogène qui existe, elle est malheureusement seulement partielle, insuffisante, et plus le temps passe, et moins on va bien réparer. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va accumuler des lésions axonales, neuronales, irréversibles. Ici, vous avez un axone en vert qui, en fait, a été coupé. Vous voyez cette espèce de petite de forme en oignon, un petit peu. En fait, l'axone, il a été coupé et il a dégénéré, et donc il ne peut plus atteindre sa cible. Et donc, quand on est dans ce cas-là, on ne sait pas réparer ça. On va avoir accumulation de lésions et, du coup, progression du handicap. Et donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est essayer d'intervenir en amont pour éviter ces lésions et permettre donc à la réparation de bien se passer. Donc, dans le laboratoire, nous nous intéressons notamment à ces domaines dont je parlais, sont les nœuds de Ranvier, qui jouent un rôle majeur donc, dans la conduction saltatoire du message. Et nous nous intéressons tout particulièrement à ces structures dans le contexte de la sclérose en plaques et des modèles de sclérose en plaques pour plusieurs raisons. La première raison, donc ici vous avez cette image qui en fait correspond à du tissu de patients atteints de CEP. Vous voyez la myéline qui est en bleu marine. Vous voyez ici les lésions qui sont les zones en blanc. Et puis vous voyez ici ces lésions qui sont en bleu clair, j'y reviendrai par la suite. Donc les nœuds de Ranvier, comme je vous l'ai dit, dans les lésions, la myéline est perdue, les marqueurs diffusent et on a donc un ralentissement de la conduction du message nerveux et voire un blocage. Dans les zones autour, donc qui sont des zones qui paraissent relativement non altérées, autour de ces lésions, eh bien en fait il a été remarqué que très tôt on va avoir des atteintes axonales. Donc ici en fait c'est un modèle de sclérose en plaques, on voit un petit peu la même chose dans la sclérose en plaques, avec ici une zone qu'on appelle donc la zone nodale, la zone du nœud Ranvier. Et ces cellules autour qui sont des macrophages, et en fait, ils vont aller s'attaquer plus particulièrement à cette zone avant même que la démyelisation se produise. Donc on a donc vu, ça a été montré, que la zone des nœuds de Ranvier, c'est une cible précoce dans la sclérose en plaques. Dans les zones qui semblent normales d'un point de vue myéline, on a déjà finalement une atteinte possible au niveau de ces petits domaines. Et de façon encore beaucoup plus intéressante pour nous, donc ça ici c'est du tissu sain, on a les nœuds de Ranvier ici qui sont marqués par ces canaux ioniques qu'on appelle les naves. Autour, on a ce qu'on appelle des protéines paranodales, donc qui encerclent le nœud de Ranvier. Ça, c'est l'organisation normale dans du tissu sain. Et donc ça, c'est l'organisation qui est reformée dans ces petites zones du bleu ciel, qui en fait sont des zones où la remyélinisation a eu lieu. Donc vous voyez que les structures sont maintenues. Et lorsqu'on regarde en fait au tout début de la remyélinisation, dans des plaques qui commencent à remyéliniser, eh bien en fait on a pu voir que ces structures nodales, elles se reformaient soit de façon concomitante avec la myéline,
soit avant même que la myéline se reforme. Et donc l'idée qui a émergé, c'est que ces structures qui arrivent très tôt, elles pourraient elles-mêmes en fait participer à la régulation de la remyélisation, à la régulation de la réparation, puisqu'elles se reforment de façon très précoce dans le contexte pathologique. Donc, dans le laboratoire, nous avons récemment développé des systèmes, déjà des systèmes in vitro de culture cellulaire, où nous avons pu reproduire la formation de ces petites structures nodales avant la myéline. Nous avons pu caractériser le mécanisme de formation de ces structures, et de façon très intéressante, nous avons pu montrer que déjà, avant même qu'il y ait de la myéline, en leur présence, la vitesse de conduction du message nerveux était augmentée. Donc elles ont un impact physiologique sur les neurones et éventuellement sur ce qu'il se passe autour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été montré que l'activité électrique des neurones, c'est quelque chose qui facilite le processus de myélinisation. Un petit peu comme si le neurone disait aux cellules qui vont myéliniser « je vais bien, il faut me myéliniser ». Donc c'est dans ce contexte que nous nous intéressons à ces structures. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la myélisation, mais surtout à la remyélisation, c'est-à-dire au processus de réparation. On essaye de mimer ce qui peut se passer dans la sclérose en plaques, afin de comprendre ce qui se passe, mais également de le favoriser. Donc, pour cela, j'ai développé au laboratoire des systèmes de culture de tissus de cerveau, en fait. Et comme vous le voyez ici, on peut suivre la production de myéline, ici en vert, le long des axones de neurones qui s'appellent les cibles de Purkinje, qui sont ici en bleu. Et dans ce contexte, on peut provoquer en fait nous-mêmes une démyélinisation quasi complète à l'aide de molécules toxiques qu'on appelle la LPC. Et vous voyez qu'on préserve les neurones, on perd toute la myéline, et puis en fait, spontanément, la tranche en culture va remyéliniser. Et donc nous, on va pouvoir étudier les mécanismes grâce à ces modèles. Et donc vous voyez notamment ici qu'on a ces petites structures dont je vous parlais, ces structures nodales qui réapparaissent dans ce système également avant la myéline et la remyélinisation. Donc ces modèles, ils sont adéquats pour étudier la pathologie et ils nous permettent finalement d'essayer d'étudier les mécanismes sous-jacents à ces processus de réparation. Et donc les deux axes majeurs, c'est comprendre comment l'activité électrique participe à ces processus de myélisation. Donc en modulant, nous avons des outils qui permettent d'activer ou d'inhiber l'activité électrique des neurones, et nous allons voir comment cela influence les processus de myélisation et de remyélisation. Le deuxième axe, et je vais vous montrer un petit peu plus en détail cet axe-là, puisque c'est avec cet axe-là qu'on étudie le modèle de moelle épinière, c'est l'axe de l'immunomodulation. Donc je vous l'ai dit, les microglies, notamment, elles vont jouer un rôle qui va être soit délétère, soit au contraire pro-réparation, pro-remyélisant. Et on essaie de comprendre un petit peu comment ça marche. Vous voyez ici une microglie en vert qui est en train d'éliminer des débris myélines en blanc. Vous voyez que cette microglie ici en vert, elle contacte physiquement un nœud de Ranvier. En fait, c'est un contact qui n'avait jamais été décrit jusqu'à présent, mais vu qu'on sait que ces structures nodales, elles reviennent très précocement dans le processus de réparation, on se demande si cette interaction, finalement, peut influencer le dialogue entre les microglies et l'environnement, et peut favoriser éventuellement le processus de réparation. Et donc, afin de mieux caractériser ce contact qui n'avait jamais été décrit avant, nous réalisons du live imaging. Donc ici, c'est du live imaging en tranche. Donc toutes ces images ont été générées à la plateforme de microscopie cellulaire de l'ICM. Et donc là, vous voyez un processus de microglie qui est extrêmement motile. Et ici, une structure nodale. Et vous voyez qu'en fait, cette microglie, elle va contacter et elle va rester, une fois qu'elle a contacté, autour de cette zone. Et donc c'est ça que nous étudions. Donc nous l'étudions dans des modèles tissulaires, mais ça reste finalement des modèles extrêmement artificiels. Et c'est donc pour cela que malheureusement nous avons besoin d'utiliser les animaux. Et donc dans ce contexte, nous utilisons un modèle donc, de fenêtre spinale. Donc on pose une petite fenêtre sur la moelle épinière de souris. Et on va induire des démyélinisations focales, une toute petite zone chez la souris qui ne va pas induire de dysfonctionnement majeur, mais qui nous va permettre d'étudier au niveau de cette démyélinisation et de cette remyélisation ce qui se passe entre les microglies et les nœuds de Ranvier. Donc la manière dont ça se passe, c'est qu'on va faire une opération chirurgicale sur souris anesthésiée. On va faire une injection de la molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, la LPC, qui va permettre de démyéliniser localement la moelle épinière. Et on va poser une petite fenêtre sur le dos de la souris. C'est vraiment une fenêtre qui nous permet de voir la moelle épinière. Ces souris, en fait, elles sont un petit peu spéciales, elles sont modifiées génétiquement. La microglie va exprimer la molécule verte dont parlait Julien tout à l'heure, la GFP, donc la microglie va être en vert. Et les nœuds de Ranvier, eux, vont être tagués avec une protéine rouge qui s'appelle M-Cherry et vont donc apparaître en rouge. Donc on va pouvoir visualiser l'interaction entre ces deux structures à l'aide de la microscopie biphotonique. Et on va donc regarder
dans le tissu qui a l'air normal autour des lésions au pic de myélisation. Et ensuite, ces souris, donc elles sont anesthésiées, elles dorment pendant qu'on les images, on les réveille. Et puis quelques jours plus tard, on va reprendre le même animal et on va regarder l'interaction dans le contexte de la remyélisation. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. La myéline dans un tissu normal, la moelle épinière, comme si vous la regardiez du dessus en rouge ici. Et vous voyez que quand on démyélise, on perd cette myéline. On a une activation des cellules microgliales ici en vert qui est très forte au niveau de la lésion. Et puis, on a pu montrer, donc ici, dans les souris, comme on l'avait observé dans les cultures de tissu, des cellules microgliales en vert qui vont contacter les structures nodales en rouge. Ici, dans le tissu normal, et ici, dans les zones autour de la lésion. Donc, on a quantifié l'occurrence de ces contacts. Vous voyez que dans un organisme normal, donc sans activation, sans inflammation, on a une structure nodale sur 5 qui est contactée, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'on a un nœud de Ranvier sur 5 qui est contacté par de la microglie dans un tissu normal. Et quand on regarde dans un contexte de remyélisation, cette fois, on a 60% des structures nodales qui sont contactées. Donc là, on s'est dit qu'il pouvait vraiment se passer quelque chose au niveau de cette interaction. C'est une interaction qui est extrêmement fréquente dans le contexte de la réparation. Donc afin de voir si ces interactions sont un petit peu au hasard et ponctuelles ou si au contraire elles sont stables, ce qui suggérait qu'il y a vraiment un dialogue important, nous avons fait de l'imagerie en temps réel sur ces souris. Donc ici, vous avez des cellules microgliales en vert, un nœud de Ranvier ici et ici en rouge. Et donc là, il faut vous dire que vous êtes en train de regarder de la moelle épinière d'un animal endormi qu'on a mis dans le microscope. Et cette petite structure ici, il faut vous dire qu'elle fait 1 micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. Et vous la voyez. Et vous pouvez regarder comment les cellules autour interagissent au cours du temps dans l'animal endormi avec ces structures. Donc vous voyez plusieurs choses. Vous voyez déjà que les microglies, c'est des cellules qui sont extrêmement motiles, qui se déforment beaucoup, et qu'une fois qu'elles ont trouvé un nœud de Ranvier, elles aiment bien rester à côté. Et donc ça, pour nous, ça suggère qu'elles sont vraiment en train de se dire quelque chose, et que ça peut être important dans le contexte d'une réparation. Donc c'est ce que nous avons quantifié. En fait, c'est ce que vous avez ici. Dans le tissu normal et en remyélisation, en fait, une microglie qui contacte un nœud va vraiment rester stablement au contact. Et dans le contexte de la démyélisation, par contre, on voit qu'il y a une légère différence. Le contact va être moins fort. Donc la microglie peut être recrutée ailleurs. Peut-être qu'elle va s'activer de façon pro-inflammatoire et perdre le contact. Ça, on est un petit peu en train d'étudier tout ça pour essayer de comprendre un petit peu donc, les caractéristiques de cette interaction et leur rôle de ce travail. Donc je vous ai montré qu'on avait des petites structures qui s'appellent les nœuds de Ranvier, qui avant même qu'on mette la myéline, pouvaient déjà avoir un rôle physiologique sur le neurone, ce qui peut avoir une importance dans un contexte des débuts de remyélisation. Notamment, nous allons essayer de comprendre comment cela peut participer à la modulation de la remyélisation par interaction directe avec les cellules qui font la myéline, ou, comme je vous l'ai montré, par dialogue physique entre la microglie et ses domaines axonaux. Donc nos questions, c'est est-ce que cela influence la remyélisation? Est-ce que cela peut également influencer le processus de neuroprotection? Donc voilà l'équipe, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions. Votre présentation est-elle transposable à la SLA? C'est une question complexe. Donc, dans la SLA, en fait, il y a des attentes au niveau des oligos. Donc moi, je ne suis pas spécialiste du tout de la SLA, donc je vais vous dire, il faut prendre ce que je dis avec précaution. À ma connaissance, il y a des atteintes dans les oligodendrocytes, dans la SLA. Je ne pense pas qu'il y ait de danger de regarder à l'heure actuelle. Il ne faut peut-être pas transposer. Par contre, les modèles de microscopie qu'on utilise, avec donc le modèle de fenêtre spinale, peut tout à fait être transposé à des modèles liés à la SLA. Donc je dirais que si les questions biologiques ne sont pas forcément exactement les mêmes, le type d'imagerie que l'on fait peut tout à fait être transposé à ce genre de pathologie. Oui, d'abord, bravo pour ces magnifiques images. Je veux savoir si vous avez isolé les environnements cytokiniques des différents stades de la maladie, en fait. La maladie de destruction, la reconstruction, alors, ainsi de suite. En fait, donc, il y a des descriptions qui ont été faites. Donc, une fois de plus, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais il y a surtout une étude récente qui a été faite à l'ICM,
par Violeta Zuzovic, qui en fait a été plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que je remonte un petit peu en amont. Dans mon équipe, il y a quelqu'un qui fait de l'imagerie chez l'humain. Donc c'est l'équipe de Bruno Stankoff avec l'aide de Benedetta Boggioni. Ils ont montré qu'en fait il y a des gens qui, dans le contexte de la pathologie, récupèrent plus ou moins bien. Et ils ont montré que c'était des plus ou moins bons modélisateurs. Et en fait, il y a vraiment des études qui vont se focaliser finalement sur les patients qui ont des formes plus ou moins graves et qui récupèrent plus ou moins bien. Et ce que fait Violeta, c'est qu'en fait, elle regarde le pattern de lymphocytes et d'expression cytokinique de ces patients en allant donc dans les bouts du spectre. Et donc là, on en est même à regarder en fait chez les gens qui récupèrent bien ou chez les gens qui récupèrent mal la signature cytokinique et cellulaire au niveau notamment des lymphocytes de ces patients. Il y a des divergences fortes. Et donc en fait, c'est un axe d'étude extrêmement important à l'heure actuelle, qui est notamment développé ici. Oui, je suis très convaincu de ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? En fait, bon, vous utilisez, pour cet environnement, vous le caractérisez comment ? Avec la protéomique, en fait, la sélection de protéines des différents stades, comment faites-vous ? Il faudrait vraiment parler avec Violeta. Je sais qu'ils ont des échantillons, donc des prélèvements chez les patients. Et ensuite, ils vont effectivement faire du screening et donc établir l'occurrence de certaines cytokines et ensuite établir des profils, donc soit de caractéristiques de cellules, soit de leur signature cytokinique. Et avez-vous déjà fait des tests avec des environnements cytokines variables pour voir si ça favorisait la repousse ou pas ? Alors en fait, dans mon contexte à moi, c'est quelque chose que je vais faire. Donc il y a une collaboration avec Violeta justement. Mon idée, c'est de prendre finalement des milieux enrichis en cytokines de bons ou de mauvais réparateurs et de les mettre sur nos systèmes et voir notamment comment ça influence finalement les interactions que je vous ai montrées. Donc ça, c'est en train d'être mis en place, mais ça va être un axe important. De regarder un petit peu la corrélation entre la signature cellulaire et cytokinique des patients CEP et la capacité derrière à influencer le mécanisme de réparation. Merci. Oui, alors si j'ai bien compris, cette régénérescence neuronale, elle est surtout dans le domaine de la remyélinisation. En fait, parce que je voudrais terminer ma question. J'ai appris dans mon jeune temps, il y a bien longtemps, quand je faisais mes études, qu'il manquait dans le neurone un centrosome, je crois, à l'origine de la méiose. Il n'y a pas de multiplication du neurone lui-même possible. Donc, lorsque le neurone meurt, comme c'est le cas dans la sclérose latérale amyotrophique, on ne peut pas la réparer. Donc, en fait, il existe, donc effectivement, les neurones se sont, comme je l'ai dit, extrêmement différenciés. Il existe des cellules souches dites neurales, mais elles peuvent faire des neurones que dans des contextes très spécifiques. Et par exemple, dans le cas de l'ALS, où dans la plupart des types cellulaires, on regarde au niveau de la CEP, effectivement, on ne peut pas, lorsqu'on a perdu des neurones, refaire de nouveaux neurones à l'identique et les remettre pour réparer la fonction. En tout cas, on ne sait pas faire ça de façon endogène. Il y a des gens qui essaient de développer des techniques finalement pour greffer des cellules. À l'heure actuelle, dans la molécule, comme ça ne marche pas. Par contre, ce qui a été montré, c'est que le fait de greffer ces cellules souches neurales, si elles ne refont pas des neurones, c'est quand même des cellules qui peuvent moduler l'environnement et qui peuvent avoir un rôle bénéfique, non pas de façon directe en faisant des neurones, mais finalement en influençant les processus de réparation que l'on sait faire, comme par exemple la mémoire. Mais on ne peut pas à l'heure actuelle, effectivement, et c'est un des gros problèmes, on ne peut pas refaire un neurone qui a été perdu. C'est pour ça qu'en fait, on veut en amont éviter de perdre ces neurones. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que toucher des personnes moins jeunes que la sclérose en plaques? Cette maladie, est-ce qu'elle touche des personnes très jeunes ou plus âgées? L'ALS? Oui. Alors l'ALS, à ma connaissance, c'est un peu plus tardif. Par contre, c'est une maladie extrêmement grave. Oui, ma soeur en est décédée. Voilà. Et donc en fait, là, l'espérance de vie est très très fortement atteinte. Donc je dirais que c'est pas exactement les mêmes pathologies dans le sens où la sclérose en plaques commence tôt, mais ça va être une maladie qui va progresser très lentement. C'est une maladie évolutive très lente. Et l'espérance de vie moyenne, en fait, je crois que l'espérance de vie dans la CEP, c'est 7 ans de moins que l'espérance de vie normale.
alors que la LS, la survie est de l'ordre, je pense, au maximum de 5 ans à l'heure actuelle. Je crois que ma petite sœur a eu 7 ans. 7 ans. Ouais, bon, merci. Si vous n'avez pas d'autres... Ah si. Je ne suis pas du tout du métier. C'est juste une question concernant une de mes amies qui est atteinte d'une paraplégie depuis 8 ans à la suite d'un accident qu'elle a eu en tombant entre le RER et le quai. Elle avait un cavernome. Vous savez ce que c'est? Non, j'ai compris, c'est une petite poche de sang. Je ne suis pas médecin. Ça a dû comprimer, j'imagine, le neurone. Oui, alors elle n'a pas été, quand elle était accidentée, je l'ai revue, elle marchait comme vous et moi. Et puis en fait, petit à petit, il y a le sang qui était dans le cavernome qui s'est infiltré dans la moelle épinière et elle s'est retrouvée paraplégique. Est-ce qu'on, par rapport à ce genre, c'est un accident bien sûr, est-ce qu'il y a des axes de recherche? On lui avait proposé à l'époque une opération, mais elle consistait à la tétraplégie. Donc elle a refusé, en se disant ça va avancer. Finalement, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à trouver des solutions pratiques et surtout, excusez-moi parce que je n'ai pas du tout la culture musicale applicable à ce genre de choses pour essayer de leur donner de la mobilité un jour. En fait, là, moi, je suis pour le coup vraiment pas spécialisée du domaine, je ne suis pas Je médecin. pose la question de façon un peu générale. Il y a beaucoup de gens qui font de la recherche, en fait, effectivement, sur les traumas et notamment donc l'altération des axones et notamment des motoneurones, en fait, qui vont pouvoir induire des paraplégies. C'est le domaine que je connais mal. À l'heure actuelle, il n'y a, à mon sens, pas encore de traitement, puisqu'on disait qu'il y a ce problème de pouvoir réparer vraiment physiquement les neurones s'il y a une atteinte neuronale. Par contre, il y a des solutions qui commencent à être mises en place de plus en plus pour, je dirais, activer des structures externes qui vont pouvoir permettre de refaire la marche. Donc je dirais que ce qui est très dynamique en ce moment, ça va être finalement la notion d'implanter dans le système nerveux quelque chose qui va permettre d'utiliser une structure externe de soutien. Et là, c'est très prometteur. Mais à l'heure actuelle, d'un point de vue endogène... C'est une espèce d'appareillage externe. Oui, mais je pense qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue interne, il n'y a pas vraiment de solution. Merci. Alors, encore une question sur la maladie de Charcot. Comment explique-t-on qu'il y ait des formes frustes qui évoluent rapidement, enfin frustes qui n'intéressent que, par exemple, qui entraînent une paraplégie, et puis des formes qui s'étendent à l'ensemble du système nerveux central et qui évoluent lentement, comme le cas de Stephen Hawking? Alors, une fois de plus, je ne suis pas spécialiste de cette pathologie. Je pense que dans ces contextes, il y a toujours des facteurs génétiques. On est dans un contexte génétique donné. Donc, il y a des gens qui vont avoir des capacités de compensation, de survie des cellules, etc., meilleures que d'autres. Et puis, il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent être aggravateurs, puisqu'il y a certains comportements, etc., qui peuvent aggraver ce genre de pathologie. Donc, je dirais que c'est toujours un mélange complexe des deux. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, on puisse vraiment... en tout cas, moi, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour ces pathologies pour dire la cause de telle ou telle forme, c'est ça. Mais effectivement, les contextes génétiques et les contextes environnementaux, c'est toujours une interaction fluide, etc. Bien, mais nous allons donc remercier les intervenants de très grande qualité de ce matin pour leur présentation. Et vous avez vu la passion qui les anime aujourd'hui au quotidien dans leurs différents travaux. Nous sommes très heureux de vous avoir reçus ce matin. Cette conférence sera mise en ligne si vous souhaitez aussi promouvoir cette thématique auprès de vos amis, auprès de vos réseaux. Sera mise en ligne sur le site de l'ICM dans quelques jours, à la rubrique des vidéos de notre institut. Et puis, on vous souhaite un très bel été et on reviendra vers vous, bien évidemment, avec d'autres propositions de conférences, notamment une prochaine conférence sur la maladie d'Alzheimer, qui est programmée au mois de septembre, le 19 septembre, ici à l'ICM, le 19 septembre au matin. Et vous recevrez une invitation, vous pourrez aller voir aussi sur le site de l'Institut,
des précisions sur cette future conférence. Un grand merci à vous. Bonne journée.